Coucou tout le monde, dans quelques instants, votre nouvel épisode de Séquence. Une fois n'est pas coutume, nous recevons un romancier. Bernard Werber s'est prêté au jeu de ce premier séquence de l'année 2026. Il se confie sur ses méthodologies d'écriture, son rapport à la fiction et plein d'autres choses à découvrir avec Maxence Pirard juste après les petits audios de circonstance. Ce podcast vous est présenté par World Media Match. La plateforme mondiale dédiée aux professionnels du cinéma et de la télévision. Plus de 35 000 contacts vérifiés, une marketplace de concepts et des services pour booster tous vos projets. Que vous soyez producteur, diffuseur, scénariste ou distributeur, World Media Match est l'outil incontournable pour développer vos opportunités. Alors merci à eux de nous soutenir, rendez-vous sur worldmediamatch.com et connectez vos idées au monde. Ce podcast n'est pas un podcast ASMR. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Fressino. Et moi, c'est Maxence Pirard. Ensemble, on est scénariste et créateur d'histoires. Et justement, après des années dans ce métier, on s'est rendu compte que l'écriture reste encore un grand mystère pour beaucoup. Que vous soyez passionné de storytelling, scénariste en herbe, professionnel ou simplement curieux de savoir comment naissent les grandes histoires, il y a tellement à découvrir. L'écriture, c'est la base de tout projet, cinéma, série, documentaire, format court, et pourtant peu de gens connaissent vraiment les rouages derrière ces récits. C'est ce qu'on explore avec Séquence, notre podcast qui plonge au cœur de la création d'histoires. Tous les 15 jours, on reçoit des scénaristes, des réalisateurs, des producteurs, des créateurs pour décortiquer leur parcours, leurs méthodes et leurs astuces. Et ce n'est pas juste pour les scénaristes, tout le monde peut y trouver de l'inspiration, que vous soyez auteur, créatif ou simplement fan d'histoires bien racontées. Et si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir pour nous permettre de produire encore plus régulièrement. Rendez-vous sur Patreon ou Tipeee via les liens en description. Le podcast est disponible en audio sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et sur YouTube. Alors abonnez-vous, activez la cloche, mettez-nous 5 étoiles. Et maintenant, place à l'épisode. J'ai plus de 20 scénaristes sous contrat. Henri, c'est François. Je te rappelle au sujet de notre scénario. C'est ça qu'on appelle un flashback? Nous sommes au regret de devoir vous annoncer que votre manuscrit n'a pas été retenu par notre comité de lecture. On ne peut plus se payer le luxe d'investir dans des choses aussi superflues qu'un scénario. Tu sais bien que je lis jamais les scénarios. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Quand il s'agit de faire un film, les rêves ne suffisent pas. Je crée pour vivre. Hello tout le monde, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Séquence. Vous savez que souvent, j'ai tendance à dire et à vous remercier de nous mettre régulièrement dans le top 20% des podcasts les plus écoutés de France. Eh bien, sachez quand même que nous avons commencé à faire nos premières pointes dans les 10% des podcasts les plus écoutés de France. Donc je pense qu'on peut, déjà vous remercier. Et puis nous, on va se remercier, Maxence quand même. Bah oui, il faut bien. Comment tu vas, Maxence ? Ça va plutôt bien et toi ? Eh bien écoute, très très bien. Cet épisode ouvre la nouvelle année. On est donc en 2026, même si en vrai, on enregistre cet épisode un petit peu avant. Et on a le plaisir d'enregistrer du coup chez notre invité du jour. Bonjour Bernard. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien. Content d'être dans ton podcast. Alors j'ai dit Bernard parce qu'on s'est déjà nous croisés plusieurs fois. Je vais repréciser Bernard Werber, comme vous avez pu le voir du coup sur la petite vignette au lancement de cet épisode de Séquence. Ça va être une discussion à bâton rompu, comme tu le sens, avec plein de bienveillance. Tu es notre premier invité écrivain. C'était une des volontés qu'on avait avec Maxence sur cette nouvelle année 2026. On a reçu des réalisateurs, vous le savez, des scénaristes, des directeurs de chaîne. Vous avez suivi aussi, chers auditeurs et chères auditrices, la création d'une série qu'on fait en ce moment avec Déborah et Joris, nos co-hosts occasionnels. Et donc, on est ravis que tu aies accepté cette invitation, Bernard. Moi aussi. Ce lancement est beaucoup trop long et ça, vous le savez, c'est ma spécialité. J'allais te le dire. Donc, je passe la parole à la partie intelligente du duo. Intelligente, je sais pas. En tout cas, Bernard, merci beaucoup. Je peux te dire que je suis un grand admirateur de ton travail. Je t'ai découvert il y a peut-être une quinzaine d'années avec les Thanatonautes et ça a été vraiment un livre qui a compté beaucoup pour moi et tous les cycles qui ont suivi que j'ai pu lire. Donc honnêtement, il y a un petit peu de stress, un petit peu de trac parce que j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Surtout que Bernard est très méchant, je te le dis tout de Oh là suite. là. Moi déjà en revenant, je tremblais. Donc pour te décrire, pour ceux qui vivent sous un caillou, effectivement, tu es écrivain et tu as écrit notamment plein de livres. On peut parler de La Fourmi, qui était ton premier roman édité, que tu as écrit d'ailleurs, je crois, quand tu étais jeune, tu avais 14 ans, et il y a eu beaucoup de travail sur ce roman avant qu'il soit édité.
Tu as écrit plein de cycles, mais tu es aussi un écrivain, mais un auteur, parce que j'ai pu voir que tu as eu aussi une formation de scénariste, que tu t'es essayé à la réalisation et beaucoup de choses. Donc du coup, moi, la première question que je vais poser, c'est comment ça s'est mis en place pour toi ? Est-ce que c'était vraiment un besoin inné d'écrire quand tu étais aussi jeune, ou alors ça a été un petit peu de l'expérimentation ? Alors, mes aventures dans le domaine de l'invention d'histoire ont démarré alors que j'étais... Enfin, de ce que je me souviens, parce qu'après on réécrit sa propre légende. Alors, de ce qui me semble qu'est mon souvenir, j'avais 8 ans, ça devait être en CE2 ou de CM1, et le professeur nous avait demandé, pour la première fois, nous a dit « sujet libre ». Et j'avais écrit l'histoire... une histoire qui s'appelait Souvenir d'une puce, et c'était une puce qui racontait comment elle escaladait un être humain en partant de ses pieds et en remontant sous le pantalon et en découvrant chaque fois des morceaux du corps, et c'était le point de vue d'une puce sur la montagne, c'était un être humain, et elle arrivait au final dans le sommet, dans les cheveux, et là elle se disait que c'était une jungle, et il y avait tout un récit comme ça faisait 4 pages, et le professeur m'avait dit « j'ai énormément rigolé à votre copie, il y a juste une erreur, c'est la première phrase qui n'est pas possible, mais vous comprendrez un jour pourquoi ». Et cette première phrase était « je suis une puce née d'une mère pucelle et d'un père puceau ». Voilà, il ne me l'a pas expliqué sur le coup, mais par contre c'est la première fois où je racontais une histoire, et en feedback on me disait continue. Voilà. Et d'ailleurs, après, le prof avait proposé à tous les élèves de faire « vous êtes dans la peau d'un animal et vous racontez ». Et là, j'avais fait l'histoire d'un lion qui voyait venir, c'est-à-dire le safari vu par un lion, qui voyait venir les chasseurs et qui se disait comment leur échapper. Donc c'était l'humain prédateur contre le gentil lion. Et après, je me suis jamais voulu être écrivain. Je me suis aperçu que quand j'écrivais des histoires, je me fabriquais des mondes dans lesquels je m'amusais. Donc j'écrivais pour me détendre, notamment quand je m'ennuyais en vacances. Et j'étais un enfant qui ne supportait pas de rester à rien faire. Donc chaque fois que je m'ennuyais, je racontais une histoire. Ce qui est intéressant avec toi, Bernard, c'est qu'on peut aussi parler de l'origine des idées. Toi, ton imagination, les idées que tu transcris sur papier, elles te viennent d'où ? Alors, souvent, c'est quelque chose qui ne me convient pas dans le monde dans lequel on est, et j'imagine une réponse. Quand quelqu'un m'énerve, j'imagine une histoire dans laquelle je mets en scène cette personne qui m'énerve, et je la mets en situation où elle doit rendre des comptes, où je montre comment... En fait, c'est un peu le principe des fables de La Fontaine. Je pense que dans, par exemple, les animaux malades de la peste, il réglait ses comptes avec le roi Louis XIV. Donc le roi Louis XIV l'énerve. Il en fait une fable dans laquelle il montre comment sont toujours les mêmes qui payent et les mêmes qui s'en tirent. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris cette fable. D'ailleurs, je suis un grand fan de La Fontaine parce que c'est l'art de raconter dans une petite nouvelle des choses politiques très importantes. Donc la métaphore est vraiment maîtrisée. Et je trouve formidable que c'est l'un de nos plus forts auteurs parce qu'il arrive à toucher les enfants. C'est-à-dire, il y a plusieurs niveaux de lecture. Et ensuite, je me suis intéressé à La Fontaine en tant qu'individu. Peut-être c'est pour ça aussi que j'aime bien faire des animaux qui parlent. Mais c'était le seul qui a soutenu Fouquet. Donc c'est le seul, je veux dire, qui était courageux, sachant que Molière, Corneille, tous les autres se sont, pour cirer les pompes à Louis XIV, ont abandonné Fouquet, qui était quand même l'homme qui les a réunis. C'est l'homme qui a inventé tout l'univers artistique autour de Louis XIV, ça vient de Fouquet, et Fouquet lui a tout piqué, et puis il l'a mis en prison, ce qui est quand même pas très sympa. Cette petite discrétion achevée, donc il y a ce qui m'énerve, qui me sert de matière. Il y a les actualités. À partir de l'âge de 20 ans, je me suis mis à acheter tous les jours le journal. Et quand j'ai lu le journal, il y a quelque chose qui m'énerve. Donc, il y a les gens qui m'énervent, et puis il y a des choses qui m'énervent dans les actualités. En ce moment, il doit y avoir beaucoup de choses qui t'énervent. Il y a beaucoup de choses qui m'énervent. On nous aide en fait à écrire des histoires en ce moment. Je dois avouer que j'ai l'impression que, comment dire, les choses allant de mal en pis, et ma gorge aussi allant de mal en pis, je bois un petit coup,
j'ai l'impression que le devoir des artistes, déjà, est de réfléchir out of the box. Et je suis un peu navré de voir tous ces artistes qui se disent engagés alors qu'ils n'y connaissent strictement rien, quel que soit le domaine, mais qui ont besoin de prendre des positions dans lesquelles... ça commençait même à l'époque du Covid, où on voyait tous ces gens qui avaient des certitudes, alors que je pense, en tant qu'ancien journaliste scientifique, personne n'y connaissait rien, ni dans un sens ni dans l'autre, et ça manquait de modestie. Et là, j'ai l'impression qu'en géopolitique, voire en politique nationale, on voit tous ces gens qui s'engagent sabre au clair pour des causes et qui, à mon avis, non seulement ne connaissent rien, mais n'ont même pas les informations de ce qui se passe vraiment. Alors, vu que moi, je considère que ma fonction est de donner envie aux gens de réfléchir par eux-mêmes, j'utilise des fourmis, j'utilise des chats, j'utilise des abeilles, mais des moyens détournés pour éveiller les consciences. Maintenant, j'ai rarement vu le mensonge et la bêtise progresser aussi vite, et je pense que c'est dû aux algorithmes. C'est-à-dire quand vous pensez une connerie, l'algorithme vous confirme que cette connerie, vous êtes dans la bonne situation. Bon, l'exemple le plus flagrant étant les platistes. Donc les gens croient que la Terre est plate, et ce chiffre ne cessant d'augmenter, on comprend que la connerie va aller dans un sens de croissance, alors que les gens raisonnables vont avoir de plus en plus de difficultés à être entendus. Donc moi, ne voulant surtout pas m'engager politiquement, ne voulant surtout pas avoir ces indignations, comment dire, et ces Presque grandes déclarations. presque un peu trop évidente, en fait. Enfin, si C'est demain, tu viens nous dire... c'est surtout des gens qui n'y connaissent rien, qui tout d'un coup donnent leur avis partout, mais je crois que c'est juste pour passer à la télé, pour exister, pour avoir des positions, pour se faire allier, ou avoir le soutien d'un groupe précis de gens. Mais c'est vraiment navrant. J'ai l'impression qu'avant... les gens qui étaient haineux, les gens qui étaient bêtes, ils disaient des conneries au café en buvant un coup. Et puis il y a Georges encore, regardez, il raconte des conneries. Là maintenant, on les invite. Alors il y a un premier temps, ils étaient dans les réseaux sociaux en train de donner leur avis sur tout et n'importe quoi. Mais non, on les invite dans la télé pour qu'ils t'expliquent leur raisonnement stupide basé sur rien du tout. Et les gens se disent « Ouah, lui, je sens que c'est un grand sage, il a tout compris. » Donc, c'est un peu agaçant. Alors là, par exemple, quand j'écris, évidemment, je suis imprégné de cette envie de dire aux gens « Attendez, réfléchissez par vous-même, arrêtez de croire les couillons qui vous parlent à la télé ou à la radio juste parce qu'ils sont invités par les journalistes. » Et voilà, j'ai l'impression aussi, vu que j'ai fait une école de journalisme, qu'il y a de moins en moins de déontologie, c'est-à-dire des gens qui sortent des informations sans les vérifier. C'est-à-dire que maintenant, au nom de la vision subjective, en fait, on n'a que des visions subjectives. Donc, quelqu'un qui n'aime pas les tomates, il va dire « les tomates, c'est dégueulasse ». En fait, c'est juste lui qui n'aime pas les tomates. Il va même dire que les tomates, il faut les supprimer d'ailleurs. Voilà. Il faut les remplacer par des concombres. Voilà, exactement. Mais bon, tout ça, ça m'inspire une sorte de colère permanente. Mes premières colères, je les ai eues quand j'étais journaliste scientifique au Nouvel Obs et que j'ai vu comment se préparaient les plats, justement, des journalistes et que j'ai pu voir que les gens ne vérifiaient pas les infos, disaient n'importe quoi, parfois même avaient des raisons vraiment personnel et extérieur de prendre parti pour un camp ou pour un autre. Et je ne parle pas seulement en politique, puisque quand j'étais journaliste scientifique, j'ai pu voir notamment la crise dite du sida et la crise de Tchernobyl, et j'ai pu voir mes collègues dire des âneries, et je leur ai dit, je ne veux pas rentrer là-dedans. Entre le fait de dire que la moitié de l'humanité va mourir du sida, ou le fait de dire que Tchernobyl a été arrêté par les Alpes, sur le coup, j'ai dit, ok, c'est peut-être officiel, c'est peut-être des gens avec des titres qui me racontent, moi, je ne marche pas là-dedans. Juste parce que mon intuition me dit que le nuage irradié touchant la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et Monaco et la Corse, je ne vois pas pourquoi il serait arrêté à Grenoble. Et bon, voilà, donc toutes ces choses, c'est des indignations, c'est des colères, et je les transcende en histoire avec des animaux, avec des anges, avec des extraterrestres, avec tout, sauf des humains tels qu'on nous les sert aux actualités de 20h, avec une petite musique pour bien qu'on comprenne qui sont les gentils, qui sont les méchants. Justement, donc, tu nous disais que ton background en tant que plus scientifique, en tant que journaliste, quelle est la place de la recherche que tu... quand tu recherches pour écrire, quelle place tu mets et jusqu'où tu vas dans la recherche ? Alors d'abord, je privilégie l'oral par rapport à l'écrit.
Avant, quand je faisais ma documentation, je ne vais pas à la bibliothèque lire des livres. Parce que si c'est dans le livre, je ne vais pas faire un livre à partir de ce qu'il y a déjà dans d'autres livres. Donc j'ai la chance, quand j'étais journaliste scientifique, j'ai pu me créer un réseau de copains scientifiques et je discute avec eux. À la limite, on boit, on mange ensemble. Bref, ils se détendent et je leur dis qu'est-ce qu'il y a comme petite anecdote que vous ne racontez pas devant le journaliste parce que vous avez peur d'être ridicule et que vous pouvez me raconter à moi. Ou alors quel collègue fait des trucs vraiment bizarres que vous trouvez intéressants. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir quelques scoops, comme l'un des plus marquants était la sexualité des punaises des lits. Le type, il a fait qu'une interview avec moi. Et après, il a eu tellement honte de raconter qu'il y avait des partouzes, des viols et de l'homosexualité chez les punaises des lits, qu'il a dit plus jamais je fais l'interview. Donc j'ai eu l'exclusivité. Et quand il y a eu la crise des punaises, partout il m'invitait pour parler de la sexualité des punaises des lits parce que j'étais le seul à avoir interviewé. Et il est mort, le type, entre-temps. Mais je privilégie toujours l'oral par rapport à l'écrit et je privilégie l'écrit par rapport à Internet. Parce qu'en général, sur Internet, on peut vraiment dire n'importe quoi. L'écrit, a priori, je considère que c'est relu par l'éditeur, donc c'est un peu plus vérifié. Et puis, mais l'essentiel, par exemple, sur mon dernier livre, La Voix de l'arbre, j'ai 2 copains botanistes de haut niveau. Et voilà, je déjeune avec eux et je leur dis racontez-moi, c'est les trucs les plus marrants que vous connaissez sur les plantes. Et ça le fait. Il y a une chose, il faut faire attention, puisque votre émission parle de créativité. Il y a un piège, c'est la documentation excessive. Quand on est sur un sujet, on s'aperçoit qu'actuellement, on a accès à toutes les documentations possibles. C'est-à-dire, actuellement... Est-ce que tu sous-entends l'intelligence artificielle? Est-ce que... Non, pas encore. Ok. Mais nous avons, n'importe quel élève de terminale, c'est plus de choses que Léonard de Vinci. Parce qu'il y a le Big Bang, il y a ce qu'il y a à l'intérieur des atomes, les noyaux d'atomes, il y a les quarks, on sait comment fonctionnent les virus, les microbes, la peste, tout ça à l'époque de Léonard de Vinci, on ne le savait pas. Donc on a un tel accès facile à beaucoup d'informations qu'au bout d'un moment, on peut être noyé par la documentation ou on peut être fasciné par sa documentation. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on met de la doc parce qu'on trouve ça génial et qu'on a envie que les gens le sachent. Mais non, l'art du romancier consiste à présenter des informations qui viennent soutenir l'intrigue, pas l'information et l'intrigue. Donc je disais faire attention et puis à ne pas trop faire de documentation. Il y a un moment, il faut faire stop. Et puis à un moment, il faut faire une chose qui est très difficile. C'est une fois qu'on a appris toute la documentation, il faut l'oublier. Et surtout ne pas être tenté de la mettre dans le bouquin. Mais le lecteur va sentir qu'on sait de quoi on parle. Donc il faut faire confiance au lecteur qui, de la manière dont vous allez parler, il va savoir que vous n'avez pas besoin de tout expliquer. Il va savoir que les petites phrases, tout ça, ça fonctionne. Donc ne pas passer trop de temps à la documentation. Moi, je commence par écrire une histoire avec un début, un milieu, une fin. Et après, pour la nourrir, pour l'illustrer, je fais des allers-retours, je vais chercher la doc. Maintenant, tu me parlais de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un outil. Maintenant, cet outil réclame, comme n'importe quel outil, qui a un mode d'emploi. Et le mode d'emploi, c'est de ne pas être fasciné par l'outil. L'outil ne va pas faire le travail à votre place. L'outil va vous aider à le faire plus vite et peut-être à vous proposer des solutions alternatives. C'est comme ça qu'il faut utiliser l'IA. L'idéal, ça serait de faire un texte et de le donner à lire à l'IA pour lui demander, c'est-à-dire l'utiliser comme éditrice. Moi, je l'utilise comme éditrice parce que je ne peux pas déranger mon éditrice et lui dire chaque fois « Tiens, qu'est-ce que tu penses de mon histoire ?» C'est intéressant, c'est-à-dire que tu envoies ton texte et Oui. tu lui demandes du coup son avis par rapport à... Ouais. Et sur ChatGPT, et je trouve que les avis sont très intéressants. Souvent, il peut me donner par exemple, il m'a donné sur La Voix de l'arbre, il m'a dit tel élément, telle révélation arrive trop tôt, tu devrais la mettre plus tard. Ce qui est vraiment ce qu'on attend d'un éditeur. C'est-à-dire, c'est pas c'est trop long, c'est trop court, ou il faut faire des coupes. C'est l'évolution des trajectoires des personnages, et ChatGPT fait ça très bien. De même, il peut te dire tel personnage est trop simple. Tu devrais le complexifier. Par exemple, il est trop méchant ou il est trop gentil. Tu devrais lui donner un petit côté gentil s'il est méchant et méchant s'il est gentil. Il peut aller jusque-là. Et ça, je trouve ça intéressant. Après, je lui ai proposé d'écrire, quand j'avais fait le temps des chimères, j'avais fini d'écrire le livre et j'ai dit ChatGPT, peux-tu m'écrire, on se tutoie,
Peux-tu m'écrire... Surtout quand on l'insulte à un moment, on lui dit « tu me fais chier, réponds ». Oh, j'insulte pas, je suis plein de respect. Mais j'ai dit, peux-tu m'écrire un premier chapitre sur le thème des hybrides avec des hommes chauves-souris qui ont des ailes, des hommes dauphins qui ont des nageoires et des hommes taupes qui ont des bras fouisseurs. Peux-tu m'écrire un premier chapitre à la manière de Bernard Werber ? Et il m'a fait un premier chapitre qui est beaucoup mieux écrit que ce que j'écris moi. Donc j'avais déjà terminé d'écrire. Mais il me met des phrases plus longues avec des mots compliqués. Et c'est là où je me suis aperçu, mon style, c'est des phrases courtes, sujet, verbe, complément, et des mots simples. La complexité vient dans l'histoire, mais pas du style. Pour rebondir sur ce que tu disais, c'est marrant parce que hier, j'ai trouvé un prompt qui permet de dire à ChatGPT « donne-moi un avis sans me flatter ». Et d'un coup, tu as un avis qui était hyper dur et hyper violent. J'étais ah ouais, d'accord. Bon. C'est nul, tu ferais mieux de faire autre chose. Ouais, c'est ça. Donc, t'as jamais essayé la boulangerie? Quand on s'est connus, je sais qu'il y avait ta méthodologie d'écriture quotidienne qui était presque légendaire. Je vais résumer brièvement, mais grosso modo, tu faisais du sport très tôt, tu écrivais très tôt. Comment ta routine d'écriture a évolué avec le temps? Ça n'a pas bougé. Depuis l'âge de 16 ans, c'est 4h30 tous les matins, 8h, midi et demi. Je fais du sport au réveil. Je fais des étirements comme un chat, mais des étirements qui ressemblent plus à du sport. Ça me prend une petite demi-heure. Et après, entre 18h et 19h, je fais 1 heure de cardio-training avec des elliptiques ou du vélo d'appartement ou du rameur en regardant une série. Et je dois avouer que les séries sont une source d'inspiration aussi, parce que dans les séries, il me semble qu'il y a beaucoup de créativité. Il y a des séries dans lesquelles ils testent des nouvelles... Les séries et les films, hein, des nouvelles manières de raconter une histoire. Hier, j'ai regardé House of Dynamite, et c'est la femme de Cameron, je ne sais plus comment elle s'appelle, Bigelow. Catherine Bigelow. Oui. Ouais, qui a fait ça. Et donc, la narration, déjà, est intéressante, puisque c'est la même histoire racontée de 4 points de vue différents. C'est une technique que j'appelle technique Rashomon. Rashomon, c'est un film japonais dans lequel il y a un brigand qui tue un bonhomme et viole sa femme, et après chacun à tour de rôle, sauf celui qui... y compris celui qui est tué. Chacun à tour de rôle vient raconter sa version des faits, et celui qui est tué vient raconter sa version des faits grâce à un chaman qui peut questionner les esprits, et chacun raconte une histoire différente. Donc, il y a c'est étonnant, parce qu'on se dit Netflix voulant toucher tout le monde, ou les plateformes, ils pourraient aller vers la facilité. Non, il y a des expériences. Je trouve que c'est un lieu d'expérience et d'innovation. C'est plutôt dans la télévision normale qu'il y a peu d'innovation, parce qu'ils sont obligés de trouver le consensus. C'est-à-dire quand vous êtes sur les chaînes nationales, ils sont obligés d'essayer de plaire aux jeunes, et essentiellement aux vieux, puisque l'essentiel, c'est des vieux qui regardent la télé. Alors que quand vous êtes sur les plateformes, ils peuvent aller dans les films d'horreur, les films politiquement très alertants. Ils peuvent parler des sectes, des meurtres, des serial killers, des tas de sujets qui seraient difficiles à traiter sur les chaînes nationales. Donc, évidemment, il y a beaucoup plus d'expérimentation et de trouvailles, même des trouvailles visuelles. Il y avait cette série Adolescence, oui, tout à fait. Dans lequel ce choix du plan séquence était traité de manière quand même assez forte. Et voilà, c'est assez admirable. Donc, je me tiens au courant de ce qui se fait en récit et en narration, essentiellement, actuellement, en faisant du sport entre 18h et 19h et en regardant des séries. Et je précise qu'au moment où je fais cette interview, normalement, je devrais être en train de faire ça. Donc, je le ferai plus tard. Écoute, c'est gentil, mais tu peux faire quelques pompes pendant que tu nous réponds entre deux questions. D'accord, mais ça va s'entendre. Un peu fort. Pour continuer sur ta méthode d'écriture, du coup, c'est-à-dire que tu te lèves donc, du coup, très tôt. Est-ce que tu refais une cassure dans la journée pour te reposer ou tu dors très peu? Non, je sais qu'une des stratégies consiste à faire des siestes, mais j'y arrive pas. Je dois faire 6 heures, je me réveille vers 4 heures et parfois j'arrive à me rendormir. Alors je me rendors en écoutant des podcasts spéciaux pour dormir. D'accord. Dans lesquels on me raconte des histoires, ce qui fait qu'en plus, donc je vis en racontant des histoires, mais je m'endors grâce aux histoires.
La question que je me posais, puisque tu as parlé de ta relation à l'IA, notamment sur le fait que ça te donnait un retour d'un éditeur, quelle est ta relation avec ton auditeur, Albin Michel, depuis... Mon éditeur. Oui. Ah bah, c'est une chance. Sans mon éditeur, je ne serais pas en train de faire cette interview et vous n'auriez jamais entendu parler de moi. C'est l'homme qui m'a découvert, c'est le directeur de chez Albin Michel qui s'appelle Richard Ducousset et que son nom résonne dans l'histoire, qui a pris comme challenge d'arriver à faire décoller ce livre. Après, il y a une part de chance parce qu'il y a eu Bernard Rapp qui l'a lu et qui m'a invité. J'ai fait, en tout et pour tout, un passage à la télé, donc il n'y en a pas deux. Je sais à qui je dois ma couronne. Et je sais aussi l'effort qu'a fait Albin Michel. Et ta question, c'était ? Ta relation avec ton éditeur. La relation avec l'éditeur. Du coup, je suis un garçon qui m'autorise ce grand luxe d'être reconnaissant aux gens qui me font du bien. La plupart des gens oublient ceux qui leur ont fait la courte échelle pour monter au-dessus du mur. Moi, j'oublie jamais. Tous ceux qui m'ont aidé, tous ceux qui m'ont permis de rayonner plus fort et d'être ce que je suis devenu, j'ai leur nom et quand j'ai l'occasion, je les remercie. Et je crois que c'est très important, quel que soit le métier dans lequel on rentre, de ne pas négliger ceux qui étaient là au moment où on avait vraiment besoin et ceux qui ont permis qu'on passe de rien à quelque chose. Souvent, ce qui se passe, par exemple, dans le monde de l'édition, c'est qu'un auteur marche, il est courtisé par une maison qui propose plus d'argent et du coup, il change, c'est des mercenaires. Moi, on m'a proposé, évidemment, d'autres maisons d'édition avec des conditions auxquelles on ne dit pas non. Je considère que la gratitude de m'avoir sorti du chômage, puisque j'avais quitté le Nouvel Objet, et j'étais depuis 1 an au chômage, pour me faire entrer dans la cour des auteurs, je considère que cette gratitude ne s'éteindra jamais. Donc, même si on me dit ailleurs l'herbe est plus verte, je m'en fous. Je suis dans le remerciement de ce qui s'est passé. Voilà. Tu disais que tu commençais par écrire donc, du coup, ton histoire début, milieu, fin. Là-dessus, normal. Moi, je voudrais savoir, quand tu commences une histoire, alors peut-être que ça varie selon certains romans aussi, mais quelle est ton approche de la fin et de la structure qui évolue ? Est-ce que tu es quelqu'un qui va structurer énormément ou est-ce que c'est au fil de l'écriture que tu vas te laisser... Quand je pense une histoire, c'est déjà dans ma tête début, milieu, fin, comme une blague. Par exemple, là, sur La Voix de l'arbre, l'idée, c'était un arbre commet un crime et l'enjeu, c'est d'arriver à prouver qu'il l'a fait consciemment. Donc, pour arriver à faire ça, il faut une machine qui puisse permettre de parler à l'arbre. Donc ça c'était 30 secondes. C'est l'idée à la vitesse où je te l'ai raconté. Après, alors que j'ai commencé à faire ma documentation sur... ça terminait sur... il finit par avouer que oui. Je me suis dit, on peut trouver mieux. Et là, j'ai découvert Pando. Pando, c'est la structure vivante la plus grande et la plus lourde et la plus ancienne. C'est une forêt entière qui est partie d'une seule graine et qui fait que tous les arbres dans l'Utah sont connectés. Ça fait, je crois, 47 000 arbres. Tous, c'est comme les doigts, 47 000 doigts d'une seule main. Et tous ces arbres sont connectés entre eux. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, voilà, j'ai ma fin. C'est qu'après avoir discuté avec le Grand Chêne, elle va discuter avec Pando. Donc ça, c'est arrivé dans un deuxième temps. Mais j'avais mon début, milieu, fin. Et là, j'ai eu début, milieu, fin, plus prestige, cerise sur le gâteau. Voilà. Et là, quand j'ai ces 4 éléments, ce qui peut se résumer en une page, là, je sais où je vais. Ça te prend combien de temps pour arriver à cette page clé ? Alors, le début, milieu, fin, ça me vient en 30 secondes. Et l'autre, c'est avec la doc. Donc, tout d'un coup, ça a surgi. Mais là, tu vois, au moment où je te parle, je me trouve dans une situation où j'ai écrit un livre et je vais probablement pas le publier parce que, justement, il sortira en 2026 à une époque où il va y avoir beaucoup d'enjeux politiques et je ne veux surtout pas me retrouver là-dedans. Mais je ne sais pas trop. Donc, parce que ton thème fait écho à ça ? Il peut faire écho à ça, mais même si c'est de l'histoire, il s'avère que ce que j'ai écrit c'est-à-dire ce que j'ai écrit qui devrait arriver, c'est en train d'arriver. Donc je pense que ça va pas faire plaisir à tout le monde.
Vous savez, c'est l'effet Cassandre. Quand j'écris Le miroir de Cassandre, je racontais quand même que Cassandre, précisément parce qu'elle racontait tout ce qui allait arriver, elle faisait chier tout le monde. Tout le monde a l'impression qu'on veut connaître le futur, mais non, les gens ont... Cassandre, ce qui s'est passé tel que c'est raconté, c'est que les gens ont fini quand elle a dit « Je sens que les Grecs, il ne faut pas leur faire confiance, qu'ils sont venus pour nous envahir et que ces gens-là, mieux vaut pas discuter avec eux. Et surtout, ce Ulysse, c'est un salaud et son cheval de Troie, il faut pas y aller. » Ils lui ont dit « Attends, Ulysse, c'est notre copain, c'est notre ami de toujours, et ce cheval est la preuve d'un signe de paix. » Donc, quand elle a vu tout ça, on lui a dit « Mais non, tu te tais, c'est toi qui portes malheur au réseau de mauvais augure, Cassandre. » Et quand on s'est aperçu qu'elle avait raison, personne n'est allé lui dire « Ah, mais on aurait dû t'écouter. » Les gens se sont dit « Ah ben zut, elle fait chier, en plus elle avait raison. » Et dans l'histoire de la mythologie grecque, le drame, c'est que tous les Troyens ont été massacrés en une seule nuit, tel que c'est raconté, et la seule survivante, c'est Cassandre, qui n'a pas arrêté de dire « Mais je les avais avertis, pourquoi ils ne m'ont pas écouté ?» Donc ça, c'est le syndrome de Cassandre, c'est-à-dire on annonce que les choses, on devrait faire un peu attention et pas accorder notre confiance n'importe comment, et résultat, après, les gens vous détestent parce que vous leur avez dit la vérité. Donc j'ai compris, on ne peut pas dire la vérité, donc je prends des pincettes et je fais des métaphores avec les animaux, avec la science-fiction, et je crois qu'en plus le message passe mieux parce que les gens, d'eux-mêmes, ça pousse les gens à réfléchir par eux-mêmes. Mais c'est un art délicat, et j'ai l'impression quand même qu'il faut qu'il y ait des gens qui fassent le rôle de vigie, c'est-à-dire qui montent en haut du mât et qui regardent au loin, qui disent moi je vois des récifs au loin et on devrait dévier un peu le bateau. Après que en bas, le capitaine et l'équipage ne veulent pas écouter, c'est leur problème. Mais le vigie, il doit regarder, il y a des baleines devant, il y a des récifs, il y a le continent, il y a une tempête, il doit pouvoir avertir les autres. Et je sens que ma fonction, et la fonction de tous les auteurs de science-fiction, est d'annoncer ce qu'ils voient en se plaçant un peu plus haut et en étant hors jeu. Le drame du journalisme actuel, c'est qu'ils ont tous le nez dans le guidon. Et puis en plus, maintenant, ils ont commencé à avoir des lignes politiques, ils n'y bougent plus. Parce que le principe, c'est quand tu commences à aller dans une mauvaise direction, si quelqu'un te dit « tu devrais peut-être dévier », tu te dis, c'est celui qui te dit de dévier qui n'a rien compris. Voilà. Donc, à partir de là, le dialogue devient impossible. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a très peu de débats à la télé. Il y a des gens qui viennent exposer qu'ils ont raison et que l'autre a tort, et l'autre répond que c'est lui qui a raison et l'autre qui a tort. Donc, voilà, il faut arriver à trouver sa place. Mais je me nourris en même temps de cette actualité, de cette déception de voir que l'intelligence est en train de reculer à toute vitesse, que le débat est en train de reculer à toute vitesse, que la démocratie est en train de reculer à toute vitesse pour laisser la place à l'hystérie, la haine, la colère. Et ma fonction d'auteur est d'arriver à trouver malgré tout une voie d'apaisement, une voie de lumière, des propositions de solutions. C'est pour ça aussi que je ne suis pas tellement pour ce qu'on appelle les dystopies, c'est-à-dire les trucs de science-fiction qui annoncent que tout va aller mal. Je suis pour, ok, ça va peut-être aller mal un premier temps, ça n'empêche pas de chercher des solutions pour que ça aille mieux, et je suis sûr qu'au final, on va y arriver. Je suis pessimiste sur le court terme, optimiste sur le long terme. Tu es l'un des écrivains français les plus traduits. Est-ce que tu dirais que ta patte, ta blueprint, est en relation au fait que tu écris des histoires qui sont universelles ? Merci, mais c'est sûr que quand je parle des fourmis, c'est pas typiquement français ni parisien. Il y a des fourmis a priori dans l'Himalaya, comme il y en a dans les îles du Pacifique. En fait, j'ai la volonté d'écrire pour le temps et pour l'espace. Il y a un moment, mon éditeur m'a dit, écoute, tu as le choix. Soit tu plais au public, soit tu plais aux critiques. Les deux sont antinomiques. Tu choisis quoi ? J'ai dit le public. Et après, je me suis dit, je vais préciser une chose. J'écris pour le temps et pour l'espace. C'est-à-dire le temps, je voudrais que dans 50, dans 100 ans, dans 500 ans, dans 1000 ans, mes livres puissent encore avoir du sens. L'un de mes auteurs préférés est Rabelais. Rabelais, ça a été écrit en 1500. Ça a encore du sens de nos jours. Et ça fait
ça fait rêver, c'est des univers fantastiques. Tous les auteurs qui étaient à la mode à l'époque de Rabelais, on ne sait même pas qui ils étaient, quoi. Peut-être Ronsard, parce qu'il faisait de la poésie, mais il me semble que c'est contemporain. Ronsard et Montaigne, peut-être, ouais. Mais c'est pour les jeunes, on rêve plus avec des géants qui mangent je me rappelle cette image dorée dans laquelle on voyait un géant en train de faire des brochettes de bœuf entier qui était dessus. L'imaginaire est plus puissant que les états d'âme des poètes et a fortiori des gens qui racontent que l'histoire de leur nombril et de leur histoire sentimentale. Rabelais était déjà était un auteur populaire, n'était pas en odeur de sainteté dans le milieu littéraire, et il les détestait, il les appelait les Sorbonnards. Il disait, il y a un groupe de copains qui règnent sur la littérature en France, j'en fais pas partie, moi ce qui m'intéresse c'est le public. Donc je crois qu'il faut être clair sur ce qu'on veut. Si on veut les prix littéraires et si on veut avoir tout le temps des critiques dithyrambiques, il faut faire des phrases longues et des mots compliqués et parler de son nombril. Mais si on veut toucher le grand public, il faut écrire des histoires avec de l'imaginaire, des personnages auxquels il arrive des aventures et des fins surprenantes. C'est 2 clubs. Maintenant, ce qui est dommage, c'est qu'à la télé ne sont présentés que ceux du club du nombril et de la psychologie. Et au moment, je ne sais pas comment, peut-être qu'un jour on trouvera cette interview quelque part. Je ne sais pas comment ça va évoluer, mais je dois dire que ça fait quand même longtemps que ça ne bouge pas, puisque Rabelais dénonçait déjà cet état de fait dans le milieu littéraire parisien. Dans ce podcast, on aborde souvent avec nos invités les points faibles qu'on peut avoir au niveau de l'écriture. Quel est pour toi, selon toi, ton point faible en écriture et surtout, quels sont tes tips, tes conseils pour y remédier? Parce que ça va parler aussi à beaucoup. Alors, les points faibles, c'est que globalement, mon premier jet est nul. Comme ça, c'est réglé. D'ailleurs, c'est-à-dire qu'il est nul parce qu'il ne tient pas debout, il y a des incohérences, il part dans tous les sens. On est sur un volume de combien de pages quand tu parles de premier jet comme ça? Alors, mon premier jet, on est sur du 400 pages. D'accord. Je fais 400 pages comme un cheval qui galope, partant dans tous les sens, sans réfléchir, juste pour le plaisir de faire évoluer mon histoire. Sur le projet que je vais arrêter, j'en suis déjà à ma 5e version de 400 pages complètement différente. Donc mon grand point faible, c'est d'être un auteur nul, voilà. Et par contre, mon grand point fort, c'est que je suis conscient d'être nul, donc je recommence à zéro et je fais une version améliorée. C'est la technique que j'appelle mastermind. C'est-à-dire, je fais un truc n'importe comment, juste pour m'amuser, juste pour laisser les personnages vivre et faire leur truc. Et une fois que c'est fini, je réfléchis pourquoi ça ne fonctionne pas. Parfois même, je le donne à lire à mon entourage, mais souvent c'est tellement mauvais que j'ai un peu honte. Et après, je vais faire la version B sans relire la version A. Ok, tu repars vraiment... Voilà, je la rafistole pas. Et la grande erreur, et je le vois quand je lis des manuscrits, c'est quelqu'un a commencé à faire un truc qui ne fonctionne pas parfaitement, il n'arrête pas de l'arranger. Mais au bout d'un moment, il y a des incohérences globales. C'est pas juste des petits trucs, c'est des gros trucs. Par exemple, une fin qui ne tient pas debout, mais la personne ne le voit plus parce qu'il a le nez dans le guidon. Tandis que quand vous recommencez à zéro, vous apercevez tout de suite que l'histoire ne fonctionne pas. Donc là, pour La Voix de l'arbre, j'ai dû le refaire au moins 10 fois. 10 fois en entier, 400 pages. Et donc mon point faible, c'est que mes premières versions sont très mauvaises. Mon point fort, c'est que j'ai pas peur de recommencer à zéro. Les fourmis, je les refais 24 fois sur 12 ans. Et dans les masterclass que je donne, parce que je donne des masterclass en séminaire notamment, il y a des masterclass que je donnais à un moment sur Internet, mais là maintenant c'est des séminaires donc sur 3 jours où j'invite les gens, ça s'appelle l'Académie d'écriture. Vous pouvez le voir sur Internet. Ouais, c'était même une de mes petites questions pour tout à l'heure. Voilà. Ouais. Mais ce que je leur dis, c'est arrêtez de vouloir faire un bon livre. Faites un livre bâclé, mal écrit, mais faites-le. On ne peut pas corriger une page blanche. Donc, par contre, essayez d'aller au mot fin. Ma version pourrie, elle fait 400 pages et il y a le mot fin. Déjà, ça veut dire qu'elle existe. Si vous faites comme premier chapitre que vous n'arrêtez pas de peaufiner, alors là, vous ne décollerez jamais. Donc, dans les conseils que je peux donner pour écrire, si je récapitule, pas trop de doc, préférez l'oral à l'écrit, se lancer et comme un cheval qui galope,
et se lancer avec une notion, s'amuser. Normalement, quand vous êtes sur le bon chemin, vous avez de la joie. Pour tout, hein, c'est pas seulement pour l'écriture. La joie est le moyen que vous donne l'univers pour vous signaler que vous êtes sur le bon chemin. L'énervement, l'agacement et les obstacles signifient que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Maintenant, il y a des moments où au début, ça démarre de manière joyeuse et ça se complique. À ce moment-là, quand ça se complique, il faut recommencer ou changer de chemin ou abandonner le projet. Il ne faut pas avoir peur de ces trois possibilités. Parce que les points forts et les points faibles sont liés. Mon point fort, c'est l'imagination. Mon point faible, c'est aussi l'imagination. C'est-à-dire que j'ai une imagination que j'ai tellement habituée à galoper que précisément, et ça rejoint un peu le premier terme, elle galope un peu trop. Donc à ce moment-là, il faut quand même... Un harnais. Ouais, il faut le mettre dans une zone acceptable. Je ne peux pas non plus mettre des extraterrestres qui ont plein de pouvoirs, des magiciens. Il y a un moment, il faut rester crédible. Enfin, mon style, c'est de rester réaliste. Alors, mes trucs, mes tips, alors, puisque c'est un peu ça aussi. Alors, premier élément, le tips number one, puisque tu emploies le mot anglais, la régularité. Il y a la règle, je crois que c'est 1000 heures. Si vous faites 1000 heures de n'importe quoi, vous venez bon dans ce n'importe quoi. Si vous faites 1000 heures du pain, vous venez bon dans du pain. Si vous faites 1000 heures des gammes de piano, vous deviendrez pianiste. Vous faites 1000 heures des échecs, vous deviendrez champion d'échecs. Tout simplement parce qu'à force de pratiquer, on finit par comprendre des choses. Il faut vraiment être couillon pour répéter tout le temps les mêmes erreurs, ou alors il faut avoir un esprit vraiment étriqué. Mais dans le cas de l'écriture, si vous faites un premier manuscrit, que vous réussissiez ou pas, vous allez comprendre quelque chose par la pratique. Imaginons que vous faites un mauvais livre, que vous autopubliez et qui n'intéresse personne. Et bien tout de suite, vous faites la suite, ou vous faites un autre livre. Mais la pratique va faire que vous allez finir par faire un livre qui fonctionne et qui intéresse les gens. C'est la pratique, la pratique, la pratique. Donc, premier conseil, régularité. Deuxième conseil, qui était un peu ce que j'avais dit avant, être attentif à sa joie. Si vous, en écrivant, vous souffrez, le lecteur, en vous lisant, va souffrir. En plus, normalement, quand on écrit un livre, on est amené à le relire souvent. Donc, si vous écrivez quelque chose d'ennuyeux, vous vous punissez vous-même en le relisant. En plus, vous allez punir l'éditeur qui va devoir le lire, plus les lecteurs qui auront la bêtise de l'acheter. Donc, écrivez des trucs marrants, en faisant des surprises, ne serait-ce que pour avoir du plaisir à la lecture. Qu'est-ce que je peux donner comme autre conseil ? Ne pas avoir envie de plaire. Ça, c'est un grand truc qui bloque. C'est qu'est-ce que les autres vont penser de mon travail ? Au stade de la création, le souci doit être juste, est-ce que je m'amuse ? Après, ce que les autres vont penser du travail, de toute façon, il suffit de regarder les livres qui sont mis en valeur dans les médias. C'est souvent des livres dans lesquels il n'y a pas tellement d'intérêt. Donc, ça ne veut pas dire que le fait que les autres s'y intéressent ou pas ne signifie pas grand-chose. Ça signifie juste que peut-être on a de la famille qui travaille dans la presse ou qu'on a des amis, mais ce n'est pas forcément... Il y a un moment, il faut prendre le risque. Je vais faire un livre qui peut-être ne sera pas bon. Je ferai un livre qui peut-être va être bon, mais ne va pas être reconnu par les médias ou par le système. Je ferai un livre qui ne sera pas reconnu par les médias et qui ne sera pas reconnu non plus par le public, mais je vais faire mon livre. Et il faut aller de l'avant comme ça. Il faut s'en foutre de la vie par moment des autres. Et par contre, le grand avantage de la nouveauté, c'est qu'on peut faire l'auto-édition. Donc maintenant, il n'y a plus seulement les grandes boîtes qui font la pluie et le beau temps. Et il y a des auteurs comme Grimaldi, comme Aurélie Valogne, qui sont sortis de l'auto-édition et qui ont fait une superbe carrière. Je me demande même si Meïtza d'Acosta aussi n'a pas démarré comme ça. Et ça veut dire que tout le monde peut avoir une chance d'être détecté par le public avant d'être détecté par les lecteurs des maisons d'édition. Donc ça, c'est un truc sympa. Ensuite, il faut accepter la règle qu'on peut être bon et ne pas réussir à être reconnu. Mon auteur préféré, Philippe Cadic, a beaucoup souffert de ne pas être reconnu et de ne pas arriver à diffuser, parce qu'il y a l'élément chance avec l'éditeur, avec
même le moment où ça devient à la mode, on ne sait pas pourquoi. Tout d'un coup, il y a des auteurs qui deviennent à la mode. Puis parfois, c'est comme le cas de Harry Potter ou de Dan Brown, c'est parce qu'il y a quelqu'un à la com qui était très doué et qui s'est défoncé pour que tout le monde en parle. Mais je pense qu'il y avait d'autres livres aussi bons qu'Harry Potter et d'autres livres aussi bons que Da Vinci Code, mais qui n'ont pas bénéficié de la bonne campagne marketing et donc dont vous n'avez jamais entendu parler. Tu as écrit un grand nombre d'histoires. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est à quel point tu donnes de toi, tu t'inspires de ta vie à toi, en fait, personnelle, dans tes histoires, et si de ta première à ta dernière, c'est un facteur qui a évolué. D'abord, j'ai fait, il y a 2 ans, Mémoire d'une fourmi, qui en gros, je raconte ma vie, comme ça c'est fait, précisément pour que personne d'autre le fasse. Parce qu'il y avait, j'ai appris qu'il y avait des gens qui voulaient faire ma biographie, et j'ai compris qu'ils ne me connaissaient pas, et qu'ils allaient raconter n'importe quoi, donc j'ai fait ça. L'avantage quand on a fait sa biographie, c'est que du coup, on n'a plus besoin de la faire à travers le roman. Vu que j'ai raconté toute ma trajectoire, toute ma vie, ma famille, les différentes épreuves que j'ai rencontrées et différentes victoires, on va dire que ça s'est fait. Après, tous les romanciers et toutes les romancières sont les héros de leur roman. Donc c'est exception. Donc moi je suis dans tous les personnages, même le miroir de Cassandre, je suis Cassandre. Je suis les personnages féminins comme les personnages masculins, comme les personnages fourmis, comme les personnages chats. C'est ça qui est marrant. Mais de toute façon, on est obligé d'utiliser sa propre vie comme matière première, parce que sinon, on ne sait pas ce que le personnage va dire, on ne sait pas ce qu'il va faire. Donc il faut avoir ressenti les émotions. Quand je suis allé sauter en parachute au-dessus des pyramides. Oui, avec Patrick Beau, je crois, avec de mémoire, Patrick bien Beau, sûr. Voilà. Je vois que tu connais. J'avais suivi parce que alors là, je vais 36-15 ma vie qui n'a rien à voir, mais en fait, j'étais un tout petit peu avant vous aux pyramides. Alors, j'ai pas fait le saut en parachute, mais je m'étais fait la tournée des temples et surtout, j'ai été nager avec les dauphins, qui était l'expérience la plus extraordinaire que j'ai vécue. Et après, j'ai vu que tu en avais vécu une aussi assez extraordinaire. Je te laisse. Oui, mais ça fait partie de la nourriture. Il faut que je vive des choses pour que je puisse les raconter. Il faut que j'aille vers les gens pour que je puisse avoir des personnages. Parfois, quand dans ma vie normale, les gens sont étonnés que je les écoute. C'est-à-dire qu'on est habitué à ce que le temps d'écoute d'une personne, à part vous deux évidemment, c'est en gros 5 minutes. Quand quelqu'un commence à déblatérer 5 minutes, on dit « Oh, qu'est-ce qu'il nous fait chier avec son histoire à la con ?» Moi, les gens qui me racontent leur vie, leur enfance, leur drame, leur vie sentimentale, leur erreur professionnelle, je les écoute. Donc du coup, ils sont étonnés. Est-ce qu'on est dans un monde où on fait ping-pong, mais on attend que l'autre ait terminé de parler pour raconter, nous, nos problèmes et ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est parce que je considère que pour faire des personnages, il faut que je rencontre des gens différents qui me racontent leur vie. Peut-être qu'un peu des choses qu'ils me racontent seront dans mon prochain livre, parce que je me dis, tiens, ça fait un personnage. La phrase « tiens, ça peut me faire un personnage » est une phrase qui m'arrive souvent quand je vois des gens qui font des trucs bizarres. Voilà, excuse-moi, comme par exemple toucher la table. Mais par exemple, dans les masterclass, je leur dis, vous allez prendre un autre élève et tout d'un coup, vous allez vous intéresser à lui, à fond ou à elle, et vous allez tout d'un coup vous poser la question, c'est qui cette personne ? Et le fait de s'intéresser à notre être humain est un comportement très peu répandu, à part vous deux pour ce podcast, qui me donne l'impression que je suis important et je vous en remercie. Mais ce que je dis souvent, c'est qu'il y a des gens qui vivent en couple, 20, 30, 40 ans, qui jamais se sont demandé, mais au fait, c'est qui cette personne avec qui j'ai fait 2 enfants, je viens avec une villa, on part en vacances, tout simplement parce qu'on ne nous a pas appris à s'intéresser aux autres personnes. Même s'intéresser à ses enfants n'est pas du tout une évidence. Et s'intéresser à son conjoint, par exemple, beaucoup de gens, quand ils offrent des cadeaux, c'est le cadeau qu'ils aimeraient recevoir. Mais ils ne se sont jamais demandé qu'est-ce que l'autre, qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Même la question, cette phrase toute simple qu'on devrait pouvoir se poser en couple, c'est au fait, chérie, qu'est-ce qui te fait plaisir ? Qu'est-ce que tu veux ? Et cette phrase, elle arrive rarement parce qu'on a plutôt « Tiens, regarde ce que je t'ai amené qui va te plaire. » Voilà. Donc il y a un moment, s'intéresser aux autres est une énorme politesse ou source d'inspiration ou matière première. Et moi, les autres m'intéressent. Maintenant, je souffre d'un nouveau problème, c'est que je commence à avoir des pertes de mémoire.
Donc, quand les gens me racontent des choses intéressantes, il faut tout de suite que je note, sinon j'oublie. Et ça, c'est ma nouvelle terreur, c'est oublier ce que je vais faire. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais faire un podcast pour pouvoir faire comme vous, des interviews et ne pas oublier ce que... Voilà, quand quelqu'un me racontera des histoires rigolotes, je ne voulais pas qu'on fasse un podcast. Je devrais le démarrer en 2026. Bah tiens, on peut faire une petite parenthèse podcast puisque c'était dans la liste des questions. Effectivement, sur tes réseaux, on a vu passer une petite installation qui était en cours donc d'un futur podcast. Est-ce que tu sais déjà quelle forme il va prendre ? Est-ce que tu sais ? Alors tu nous as dit un petit peu que c'était histoire de garder un peu de mémoire finalement de gens qui passent dans ta vie. Pour l'instant, je suis entre Patrick Beau et Fabien Olicard, les deux qui m'ont inspiré mon podcast. Donc entre des sinistres personnages, le film mental à la Fabien Olicard, c'est-à-dire juste faire sortir une idée, regarder où elle nous amène. Et la deuxième chose, ça serait inviter des amis pour qu'il y ait un échange ping-pong de pensée. Donc là, j'ai fait juste, à l'heure où nous faisons cette interview, j'ai juste fait le premier épisode du podcast et ça s'appelle L'éloge du travail bâclé. D'accord. Dans lequel je vais expliquer pourquoi il faut surtout ne pas avoir peur de faire du travail bâclé. Mais je vous ai expliqué un peu le truc, mais là, je développe beaucoup plus. Et c'est toujours autour de cette idée que mieux vaut faire les choses mal que rien faire du tout. Et que parfois, en voulant faire les choses mal, on les fait encore mieux que si on les voulait faire bien. Voilà. Et pour la suite, ça va être autour de la créativité, expliquer pourquoi on est tous quelque part des artistes potentiels. Il n'y a pas des gens qui ont un talent, qui ont été doués, et d'autres qui n'arriveront jamais. Il y a des gens qui se sont élancés, qui ont fait un travail nul et qui après ont compris comment l'améliorer. Il y a des gens qui se sont dit « Oh, ça va être nul, alors j'y vais pas ». Voilà. Donc c'est juste une petite confiance en soi. C'est un peu tout ce que je vous ai dit, c'est pour ça que je suis content de vous le dire. Bien sûr. Et puis se libérer de la peur d'être jugé, de la peur d'être ridicule, se libérer aussi du prof de français qui est tout le temps en train de mettre des notes. Tiens, il y a des fautes d'orthographe, 0. La tournure de phrase qui ne tient pas debout, 0. C'est trop long, 0. Puis on a un prof de français méchant qui se met tout le temps... Il y avait des profs de français gentils. Hein. D'ailleurs, s'ils m'écoutent, je les salue. Il y a des profs de français qui, au contraire, ont révélé des talents. Moi, j'ai eu des profs de français. J'ai eu un prof de français hyper sympa qui m'a encouragé à dire... Enfin, déjà, celui qui m'a encouragé sur la mémoire d'une puce, et puis un souvenir d'une puce, et puis une prof qui s'appelait Pupco, ça devait être en terminale, qui adorait mes textes et qui m'a dit je vous lis toujours en premier parce que qu'est-ce que je me... Voilà. Mais c'est important ça, le regard d'une sorte de mentor à un moment justement du parcours de... Une seule personne qui vous dit je trouve que ce que tu fais est intéressant, ça peut suffire à faire une carrière. Et moi j'ai eu la chance d'avoir une amie qui s'appelait Reine Silbert qui m'a dit « Perds pas ton temps dans le journalisme, ton vrai truc c'est d'être écrivain et un jour ton nom résonnera dans le temps et dans l'espace ». Et rien que pour pas la décevoir, j'ai mis la barre très haut. Et après, quand l'éditeur Richard Ducousset m'a dit « Moi, je crois que votre livre peut avoir une résonance comme Dune », je me suis dit « Voilà, vous me flattez un peu, mais ça fait plaisir. » J'avais pas encore signé. Hein. Et c'est quand même, j'ai l'impression qu'il y a deux êtres humains qui se sont dit « Ce que je fais est exceptionnel ». Moi, je voulais juste être publié. J'ai jamais voulu être auteur de best-seller. Mais eux, les deux ont vu ce potentiel. D'ailleurs, quand j'ai rencontré Richard Ducousset et qu'il a parlé du livre, je me suis dit, il a mieux compris le livre que moi-même. Il faut avoir cette idée qu'un éditeur ou qu'une personne extérieure peut mieux comprendre votre travail que vous-même qui l'avez fait. Moi, quand j'ai écrit Les Thanatonautes, je n'ai pas très bien compris ce que j'ai fait. Et c'est bien plus tard dans ma vie que j'ai vu que ce livre m'expliquait des choses qui m'arrivaient. C'est comme si j'avais écrit en flow, si vous voulez, on peut parler de ça aussi. C'est une sorte de transe dans laquelle je ne sais pas pourquoi j'écris les choses, mais je les écris parce qu'il me semble que c'est comme ça qu'elles doivent être. C'est vrai que c'est intéressant la notion de transe ou de méditation. Moi, je sais que... Comment t'écris, toi, Maxence, du coup ? Moi, c'est particulier parce que du coup, je suis à Fantasique et j'ai pas cette... Génial. Image mentale en fait. Oui, et c'est mon quota voilà. cotorep de l'émission. Dans le spectacle, je parle des aphantasiques et je Ouais. trouve ça fabuleux. Alors, je vais peut-être laisser développer pour nos auditeurs et auditrices ce que c'est. Aphantasique, de façon générale, c'est quelqu'un qui ne va pas avoir d'image mentale ou alors très peu, très feinte,
Et en tout cas, c'est mon cas. J'ai l'impression, par exemple, sur quelqu'un qui pourrait avoir une image mentale normale, je suis peut-être à 5%. C'est-à-dire que je vais avoir des bribes, mais c'est très loin, très noir, très flou, très difficile. Il n'y a pas de détails. Donc, pour les auditeurs, j'ai quand même expliqué. En fantasy, quand on dit pense à un éléphant rose, il voit le mot éléphant rose, mais il ne voit pas l'éléphant pas rose. l'objet, ouais. Voilà. Donc, comme ça, on comprend bien le truc. Ça peut être en tout cas une variation de ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour moi, et je l'ai remarqué il y a peut-être maintenant, ça doit faire un peu plus d'un an en fait, que j'ai vraiment mis un mot là-dessus parce que je ne savais pas, je m'en étais pas rendu compte. Et dans ma façon d'écrire, c'est toujours très difficile et je suis toujours très lent parce que d'écrire de simples choses, je vais souvent avoir le côté psychologique de mes écrits, mais pas du tout en fait de Les description. images. Donc du coup, en fait, Alors, c'est attends, vraiment. En fait, on n'a pas été présenté. T'écris quoi En plein milieu de l'interview, tu sais. Bah, on collabore avec David beaucoup, donc on coécrit beaucoup de séries télé, de films. Vous avez écrit quoi comme série télé? Alors, C'est le pour quart d'heure de moment, votre pub dans votre on propre média. attend que ça soit produit, donc on est vraiment là dans l'ordre du développement. En fait, on écrivait depuis- chacun de notre côté. Il y a 1 an et demi, en fait, on s'est mis en duo et on a créé le podcast aussi pour raconter toute cette écriture. Et puis, effectivement, on a un projet qui avance sur une grosse chaîne qui est plutôt assez sympa. Et puis, on développe aussi avec certains de nos anciens invités, d'ailleurs. C'était plutôt assez agréable aussi un projet de série. Mais si tu veux, profite de cette antenne. Je te propose de faire la publicité pour ton projet. Alors, ça va s'appeler comment? Ça va sortir quand? Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que nos auditeurs et nos auditrices connaissent un peu au fur et à mesure, on donne quelques graines. Et c'est vrai qu'on a un petit plaisir avec Maxence aussi, c'est de plonger aussi après nos auditeurs et nos auditrices dans la création pure, puisqu'on a des épisodes qui sont prévus justement avec certains de nos producteurs pour plonger là-dedans. C'est-à-dire que depuis le début, on joue carte sur table. Tu nous en diras pas plus. Merci de l'avoir remarqué. Mais non, mais par contre, tu vois ce que fais un teasing. Exactement. Je suis le roi du teasing. C'est Mais quoi, c'est vrai que quand on a bossé avec Maxence au début, c'était particulier parce que alors, moi, au contraire, alors moi, il me faut de la musique à fond la caisse dans les oreilles. Du coup, je me mets quasiment en état un peu méditatif et ça fonce et ça fonce. Et les images, elles arrivent à fond. Et quand Maxence m'a dit, moi, j'ai pas d'image, je l'ai regardé, je fais, comment ça, t'as pas dit? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc, effectivement, j'ai découvert ce magnifique syndrome. Oui. Bah, qui pour le coup, ouais, je trouve, enfin pour moi, il est difficile à vivre parce que j'ai l'impression qu'il me ralentit sur beaucoup de choses. Mais non, t'as dû pour compenser développer des stratégies qui font précisément que tu es créatif. C'est comme les dyslexiques qui du coup, c'est un handicap que tu transformes en avantage. Mais si tu as fait ton métier, c'est que tu es bon. Oui, c'est parce qu'il y a un amour dans la création aussi qui est là, c'est sûr. C'est sûr. Après, c'est vrai que je m'en suis... Ça fait une écriture spéciale, ça fait une écriture d'aphantasique et ça va être ton originalité. Bah, je retiens. En tout cas, merci parce que c'est vrai que ça fait plaisir d'entendre ce genre de mots-là parce que je me suis mis beaucoup de barrières autour de ça récemment avec l'envie d'en sortir et d'essayer de développer un petit peu tout ça. Tu rêves la nuit? Alors, je rêve, mais... C'est que des mots qui apparaissent, en fait. Moi, en l'occurrence, ce que je considère être mon aphantasie, alors c'est peut-être pas exactement le bon terme pour moi, c'est que je vais avoir des images, mais elles sont très, très, très lointaines, très noires, très floues, très comme si, en fait, il y avait un écran noir dessus. Donc, c'est pas, en fait, cette notion de voir les mots. Ou alors, par exemple, si on me dit, imagine une pomme, je vais essayer d'imaginer les contours pour pouvoir avoir l'image de la pomme plutôt que d'avoir le mot pomme en fait qui intervient directement dans ma tête. Donc c'est surtout en fait qu'il faut que je me force à essayer d'imaginer pour avoir des images qui me viennent en tête. Ouais, mais du coup, tu as un cerveau qui est différent des autres et ça te donne des histoires qui sont différentes de ceux qui sont pas fantaisiques. Parfait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça l'héroïque aphantasique. Très beau. Mais ouais, parce que je me disais aussi que ça pouvait être difficile, ne serait-ce que d'inclure les gens, parce que la majorité des gens ne sont pas aphantasiques, ça je le comprends bien, mais que ça peut être un petit peu difficile de les inclure dans un monde où il y a moins d'images. Parce qu'ils ont souvent besoin, surtout la lecture, pour moi ça reste un format où on a besoin d'imaginer ce qui se passe pour être inclus dans l'histoire. C'est un style, c'est comme Lovecraft. Lovecraft, voilà un garçon qui vivait en asile de fous, qui détestait tout le monde. Résultat, il n'y a pas de dialogue, vu qu'il ne parlait pas avec les gens. Donc tu vois, c'est-à-dire ton style va être lié à ton problème psychologique. Et tu vois, Philippe qui a dit qu'il prenait du LSD et des substances hallucinogènes, du coup c'est de l'écriture
de personnes qui avaient des hallucinations. Chacun a une particularité. Moi, je crois chez moi, il y a une dimension de paranoïa. C'est-à-dire, je vois les dangers à venir, mais ça ne me fait pas plaisir et ça m'agace. C'est pour ça que j'écris des choses. En même temps, j'avertis le monde et en même temps, je cherche des solutions. Mais c'est lié à une forme de paranoïa. Cette paranoïa, c'est arrivé quand j'étais... Enfin, ça a démarré quand j'étais petit. Je me suis dit, l'école, je ne suis pas bien. Les camarades de classe, ils n'ont pas l'air sympas. Les profs n'ont pas l'air sympas. Personne n'aime. Je vais lire des bouquins et je vais écrire des histoires. Donc, j'ai développé un monde parfait pour être écrivain. Je crois savoir que Stephen King, il y a un ami qui était avec ses enfants en camping, ils ont peur de tout. Bon, ils ont peur de tout. Quand tu as peur de tout, tu écris de bonnes histoires. Tu vois partout des monstres. La forêt devient un lieu de danger. Il faut transformer La meilleure manière d'aller loin, c'est d'utiliser sa folie comme un atout. Sa différence comme un atout. Et de dire, voilà, moi je fais une écriture qui est liée à ma particularité. Le contraire, c'est ne pas avoir de particularité, et donc on fait des histoires comme tout le monde. Et puis surtout que maintenant, avec l'intelligence artificielle, tu dis à la limite, écris-moi une bonne histoire, regardez les histoires écris-moi une bonne histoire dans tel univers qui puisse faire un best-seller commercial. ChatGPT va te le faire, ou je sais pas, Perplexity ou Claude, ils vont te le faire. Et ça peut donner quelque chose comme La femme de ménage, savoir un succès. Et c'est logique, parce que si ça prend tout ce qui est scientifiquement on sait qui marche, ça va marcher. Et c'est pour ça, ce que je trouve formidable avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, que ça va obliger les bons auteurs à inventer des nouveaux univers qui n'existent pas encore. Parce que le système d'intelligence artificielle, c'est une machine à plagiat. C'est-à-dire que ça ne copie que ce qui existe déjà. Si tu veux te démarquer, il faut faire des trucs qui n'existent pas. T'as de la chance, par exemple, je ne pense pas qu'il y ait de l'intelligence artificielle qui soit aphantasique. Donc, c'est une particularité. Ou alors, il faut que tu programmes. Oui, c'est ça. Écris-moi un livre comme si toi, en tant qu'auteur, tu étais à ma place aphantasique et mets un texte dans lequel il n'y a aucune image, aucune métaphore, c'est que de la psychologie et du ressenti. Tu avais lu Des fleurs pour Algernon ? Non, pour le coup, non. Tu n'as pas lu ? Tu vois ce que c'est ? C'est un livre dans lequel quelque chose de bête devient intelligent, mais il raconte à la première personne du singulier. Et donc, ce livre, l'auteur s'appelle Danica, c'est un psychiatre. Ce livre a une particularité, c'est le seul livre écrit avec beaucoup de fautes d'orthographe et des fautes de tournure. Mais c'est fait exprès parce que le type qui a écrit ça comme un journal est censé être bête. Au fur et à mesure qu'il devient intelligent, donc la forme est liée au fond. Au fur et à mesure qu'il devient intelligent, il écrit de mieux en mieux, il fait moins de fautes d'orthographe. Voilà. Et c'est comment on transforme... Ça, c'est des process qui sont géniaux, je trouve, en écriture. Oui, puis il y a des choses extraordinaires. Les gens ne se rendent pas compte du potentiel de l'objet écriture. Par exemple, je discutais de ça hier avec un producteur, on parlait de la mise en abîme avec le manuscrit trouvé à Saragosse, qui est un livre très chiant, mais dans lequel il y a un principe de c'est l'homme qui raconte une histoire d'un homme qui lui-même a vécu une histoire. Et il est allé rencontrer une autre personne qui lui a dit qu'il y avait une légende qui racontait que telle personne. Et donc, c'est de l'histoire dans l'histoire, dans l'histoire, dans l'histoire. Et on peut s'amuser à différents niveaux. C'est dur à faire au cinéma, mais alors en roman, c'est formidable. Et justement, j'embrayerai là-dessus. Nous, on entend beaucoup avec Maxence quand on est en rendez-vous avec des producteurs ou avec des chaînes. Aujourd'hui, on parle d'IP, c'est-à-dire la marque, tu vois. Quand est-ce qu'on vient de plus en plus te chercher pour adapter ton travail en série ou en film ? Est-ce que l'IP Bernard Werber est une IP qui est en train de monter parce que tu es un de nos auteurs les plus prolifiques et pourtant celui qui, je trouve, n'est pas encore assez adapté, ou en tout cas, ça a été par les jeux vidéo sur Les Fourmis récemment, mais c'est quoi l'IP Bernard Werber ? Alors j'ai le même syndrome que mon maître à penser, Philippe Cadic, à savoir ce que je fais étant un peu sortant de l'ordinaire, les producteurs et les réalisateurs n'ont pas encore compris comment, en France en tout cas, comment m'adapter. En fait, tout est un problème de rencontre. Je disais tout à l'heure que s'il existe, c'est parce qu'il y a
Reine Zilbert qui a dit « Je sens que tu es un grand écrivain » et Richard Ducousset qui a dit « Moi, je mise sur vous ». Voilà. Je n'ai pas rencontré quelqu'un, un producteur avec des moyens capable de faire ça. J'ai rencontré Claude Lelouch qui m'a permis de faire mon premier film. C'était Nos Amis les Terriens ? Nos Amis les Tout à Terriens. Et c'est un type formidable. Lui, il a des couilles, je puis dire, bon, maintenant il faut surtout plus dire ça. Lui, il a du courage et il n'a pas eu peur de jouer l'originalité et tout, mais il n'a pas eu les moyens. C'est-à-dire quand il n'y a pas de chaîne qui suit, quand il n'y a pas de distribution, évidemment, il faut y aller à la manivelle. Ben, tu en sais quelque chose, vu que tu as fait toi-même tes propres projets. Et donc, je n'ai pas rencontré le triangle parce que mon éditeur avait les moyens de lancer le projet. Mais au cinéma, le tournage de notre film, c'était quand même 200 personnes. Entre les figurants, les techniciens, les acteurs, tous les gens qui sont intervenus sur le projet, que ce soit pour la fabrication du film ou que ce soit pour sa distribution, on dérange du monde. Tout ça, ça coûte très très cher. Et la vie du film se décide le mercredi entre 13h et 14h. Et si ça ne marche pas, il n'est pas recommandé. Donc, c'est un art difficile. Donc, je comprends que les gens du cinéma sont plus frileux que les gens de l'édition. Mais je pensais, tu vois, avec l'essor des plateformes aujourd'hui et avec des producteurs étrangers, est-ce que finalement, c'est pas par des producteurs à l'étranger que tes projets peuvent se retrouver en plateforme? On en discutait avec des directeurs de programmes ou avec des réalisateurs, mais c'est vrai que là où Netflix ou Apple ou Disney va faire des choses très sur le fantastique à l'étranger, en France, on a quand même notre bonne vieille série de comédie familiale où Netflix, tu te retrouves avec des polars coproduits avec TF1 maintenant. Donc au final, ce n'est qu'un problème de courage. Je me rappelle quand j'ai vu une interview de ceux qui avaient fait Six Feet Under. Ils ont dit, pour faire Six Feet Under, on a regardé tout ce que le public voulait dans les sondages et on a fait le contraire. Donc, parler de la mort, parler de l'homosexualité, une structure familiale, l'histoire de pompes funèbres. Il a dit, ça, c'est surtout des sujets pas vendeurs. C'est pour ça qu'on a réussi. Quand j'avais proposé, c'était à M6, de faire Isidore et Lucrèce, ils m'ont dit, alors voilà les sondages, les gens veulent une histoire policière avec des problèmes sociaux. J'aurais dit oui, ça s'appelle Navarro, c'est sur TF1. Quand vous demandez aux gens ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils connaissent. Ils ne vont pas inventer à eux-mêmes chapeau melon, bottes de cuir. Donc il m'a dit oui, mais pour les publicitaires, il faut qu'on monte le sondage, que ça va plaire avant de lancer le financement. Donc vu qu'on en est là, ils ne sont pas prêts d'innover. Il y a un moment, il faut du courage, la prise de risque. En plus, tous, ils ont peur de perdre leur poste dans les chaînes, surtout les chaînes nationales. C'est des grosses sommes. Donc l'idée qu'ils investissent sur un sujet qui sort de l'ordinaire et que ça se plante, pour eux, ça leur fait peur. Par contre, s'ils peuvent dire « Ouais, j'ai fait un sujet habituel, on sait que c'est qui marche, avec un comique bankable », même si ça se plante, ils peuvent dire « Ah ben non, j'ai utilisé tous les trucs, on sait qui marchent, mais non, on n'a pas eu de chance. » Donc je ne crois pas qu'on verra mes œuvres adaptées au cinéma. La référence au jeu Les Fourmis est une très bonne référence parce que Microïd a fait un travail extraordinaire. C'est une équipe française qui a bossé pendant plusieurs années avec le budget d'un film et qui a produit quelque chose qui a un grand succès. Je vais peut-être devoir me contenter de ça. Parce qu'on pourrait imaginer, tu vois, une collection qui s'appellerait Bernard Werber présente, tu vois, même si c'est pas une adaptation peut-être des livres sortis. Toi, nous, on y est déjà. On va monter la production, on va y aller directement. Mais si tu veux produire mes films, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, quand j'ai sorti Les Fourmis en mars 91, le jour même, il y a une boîte de prod qui s'appelait Media Lab qui a acheté les droits pour faire le film. Ça devait être le premier film en image de synthèse. Et Alain Guillot, qui était le producteur, s'est battu pour que ça existe. Il avait comme projet Les Fourmis et comme projet un film avec Moebius. On se retrouvait tous les deux et c'était la grosse boîte, c'était la meilleure boîte en image synthèse en France. Et Canal+ les a pas aidés suffisamment pour que ça existe. Et le pauvre, il est mort, Dieu ait son âme. Et
le projet n'a jamais pu exister. Après, il y a quelqu'un de Canal+ qui l'a proposé aux États-Unis et ça a inspiré Hans. Mais ils ont dit, vous êtes des petits Français, on s'en fout, on n'achète pas les droits. Et puis on le fait comme ça, et ça vous plaît pas, faites-nous un procès. Voilà, et c'était Disney à l'époque qui avait ça. Et je me suis aperçu que je n'ai pas envie de faire des procès avec les Américains. Je ne pense pas qu'on puisse gagner en plus. Mais on va dire que les Américains sont capables de déployer des efforts pour que ça existe. Et qu'en France, ils ont juste la capacité d'aller mendier chez les Américains. Enfin, en tout cas, tel que ça s'est fait. Mais Alain Guillot, c'est juste qu'il fallait des moyens. Il y a un moment, quand même, il faut arriver à trouver le nerf de la guerre, et il faut de l'argent. Et l'argent, on ne le donne que sur des projets sans risque. Donc, ils ne sont pas prêts de faire des trucs bizarres. Donc, mon IP, pour l'instant, n'existe pas. Work in progress. Oui, et puis j'ai accepté l'idée que je ne verrai jamais rien. Comme ça, je ne suis pas déçu. Parce qu'avant, il y avait des gens qui prenaient des options, ils disaient on va le faire. Puis je me disais, on en est où là? Ah, je sais pas, c'est compliqué. Puis ils te disent jamais non. Donc tu sais quand ça commence, tu sais pas quand ça s'arrête. Tu vois, si tu dis on prend une option pour le faire dans un an, là non, ils prennent des options et puis on n'entend plus parler. Voilà. Donc je suis heureux de ne pas être scénariste et de ne pas dépendre du monde du cinéma, parce que c'est un monde qui m'a l'air... Voilà, il y a une chose qui ne va pas dans le monde du cinéma, c'est qu'ils disent jamais non. Donc vu qu'ils disent jamais non, on ne sait jamais où on en est. Alors que dans le monde de l'édition, je propose un projet mais à mon éditeur, il dit non, ça c'est pas une bonne idée, au moins c'est clair, on n'y va pas. Mais s'ils disent pas ça, ça veut dire que c'est oui. Et si c'est oui, ça veut dire qu'on y va. Le monde de l'édition, ils sont dans le style c'est la faute des autres. C'est parce que le TF1 ou Canal+, au dernier moment, ils n'y vont pas vraiment et tout. Puis sur des tas d'explications. Je pense que pour les gens qui veulent faire du cinéma... C'est notre quotidien, en fait. C'est le quotidien de 90% de notre audience. Donc c'est pas... ouais, Beaucoup vont se reconnaître là-dedans. Mais moi, c'est pas Goldman, celui qui avait fait Misery. On lui disait, vous faites plein de films. Il fait, mais je sors 50 projets. Sur les 50 projets, il en sort 2. Et vous en voyez 2. Et vous dites, ah là, il fait plein de projets. Et non, j'en ai fait 50. Il y en a 48 qui sortent pas. Donc, en effet, tout à l'heure, je disais que pour être bon dans un art, il faut 1000 heures de pratique. Et puis, il faut faire beaucoup de projets. C'est comme si on plantait plein de graines pour qu'il y en ait une qui pousse. Tu as participé au Traître. Oui. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est quel effet ça t'a fait d'être dans la peau d'un personnage, presque pour la première fois, je ne sais pas, mais en tout cas dans ce cadre-là. Moi, j'étais moi-même, ce qui était un peu bizarre. Mais moi, je suis un grand joueur de loup-garou. L'histoire des Traîtres est la suivante. C'est que depuis 2001, je joue au loup-garou tous les 15 jours. Je réunis plein de gens. Et t'es pas venu d'ailleurs, David? Chez moi, je joue au loup-garou? Ah, je crois pas, non. Non. Et moi, quand je viens, c'est pour te filmer en général. Ah ouais. Je viens que pour le travail. Mais à un moment, il y a à chaque fois, on fait. Et une fois, j'avais invité Eric Antoine. Eric Antoine m'a dit, j'adore ce jeu. Un jour, c'est moi qui serai le maître de jeu et c'est toi qui y joueras. Et 7 ans plus tard, il me dit, tu te rappelles que je t'avais dit ça? Eh bien, ça va se faire, ça va être Les Traîtres. Enfin, ça ne s'appelait pas Les Traîtres, c'était une licence néerlandaise qu'il venait d'acheter. Il m'a dit autour du loup-garou, c'est une sorte de loup-garou. Et du coup, j'y suis allé. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on était en tension permanente. On dormait peu, il faisait froid. Et puis, les autres joueurs, ils se débrouillaient pour qu'il y ait tout le temps du suspense. Donc, c'était pas confort. Je me suis retrouvé avec des peurs d'enfance, des choses que j'avais en colonie de vacances, la peur de ne pas être aimé, la peur qu'on me prenne pour ce que je ne suis pas, pour le menteur. Alors, mais je crois que on devait être 14, sur les 14, je suis le seul qui ait dit je veux pas être traître, je veux être loyal. Et tous les autres ont dit on veut être traître, ce qui est déjà révélateur. Moi, je voulais être loyal parce que pour moi, c'est villageois dans le loup-garou. Ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire, c'est celui qui cherche les loups. Mais ce que j'ai vécu était beaucoup plus fort que ce que vous avez vu, parce que moi, je ne savais pas qui c'était. Mais je trouve que c'est dommage pour l'émission. Je l'ai dit à Eric Antoine, j'ai dit, c'est dommage
que les gens ne disent pas « Bon sang, je pense que c'est lui, je pense que c'est lui », comme quand on joue au loup-garou. Vous avez joué au loup-garou, je crois. Voilà. Et donc, qu'il y ait que les gens parient. Tandis que là, vu qu'on sait tout de suite qui est l'assassin, c'est-à-dire le système, il disait, c'est comme Colombo, on voit qui est l'assassin et après on se demande comment ils vont faire pour le trouver. Ça ne fonctionnait pas aussi bien que nous, ce qu'on a vécu, en ne sachant pas et en suspectant tout le monde. Et ça, c'est intéressant. Mais ça, c'est un trait que j'ai l'impression de percevoir chez toi depuis le temps que je te croise sur différentes choses. C'est que et ça rejoint un peu ce que tu disais sur l'écriture, c'est qu'en fait, tu as un vrai plaisir à t'amuser, à accepter notre invitation pour le podcast, aller faire un truc en télé, participer à un documentaire. Enfin, tu as vraiment... Le contraire, c'est rester chez soi et faire toujours la même chose. Non, moi, chaque fois qu'on me propose de faire quelque chose qui me sort un peu des sentiers battus, c'est pas trop délirant quand même. Par exemple, j'ai pas pris Fort Boyard. Ouais. On me l'a proposé, Fort Boyard, c'est ma limite. Du coup, je sais maintenant, Fort Boyard, ça m'intéresse pas de faire ça. Mais ce qui m'intéressait aussi dans Les Traîtres, c'est que c'était la première. Donc tout le monde, y compris la boîte de prod, on se demandait qu'est-ce que ça allait donner. Ouais. Qu'est-ce que ça allait donner. Et c'est après qu'on a eu la première audience qui était positive, qu'on a compris qu'on avait réussi. Mais même moi, quand l'émission s'est terminée, parce que j'ai tenu jusqu'à la fin, j'étais éliminé le dernier jour, je leur ai dit, vous tenez un super bon scénario. Et c'est dommage, par contre, les gens ne l'ont pas vu parce qu'ils connaissaient Assassin, mais le fait... Vous l'avez vu tous les deux? Moi, j'ai vu l'émission. Ouais. En fait, le coup de théâtre avec Elsa qui me flingue, puis flingue systématiquement tous les gens de son propre camp. C'est un peu comme si un footballeur, tout d'un coup, marquait des buts dans son propre camp. On lui dit non, c'est pas ce camp, c'est le camp en face. Puis il recommence. Il fait non, c'est pas ce camp, c'est le camp en face. Puis il recommence un troisième coup. Et donc, c'est quelque chose que tu ne peux pas mettre dans un roman. Dans un roman, quelqu'un qui se trompe une première fois, qui prend un suspect, qui fait arrêter ou tuer la personne, fait non, c'était pas le bon. Et qui recommence, tu te dis, bon, elle a quand même compris. Ouais. Non, elle revient. Et donc, elle a éliminé tout le camp. Et je trouvais que c'était une super chute, une super histoire. Il y a une dramaturgie, il y a une tension, puis ça est presque marrant, quoi. Voilà. Et tu te verrais animer, toi, un programme, peut-être autour de l'écriture? Est-ce que tu penses qu'il y a une place pour ça en télé ou c'est vraiment... Autour de l'écriture, moi, quand je fais mes séminaires, ça m'amuse de le faire. Maintenant, est-ce qu'il y a une place pour la télé avec ça? Peut-être plus sur le web, peut-être? Là, de toute façon, quand je vais faire mon podcast qui s'appelle l'Atelier des mondes, je vais donner des conseils. Il y a, en dehors de tous ceux que je t'ai déjà donné dans cette émission, il y a des choses très, très pratiques qui ont un grand développement. Notamment sur une chose, c'est le suspense, qui a l'air évident, qui est un vrai art du teasing. Et aussi sur... il y a des choses à comprendre sur les trajectoires, la fabrication des personnages et leur trajectoire. Les gens qui jouent au jeu de rôle sont particulièrement aidés. C'est pour ça d'ailleurs, le loup-garou est un jeu de rôle. Et je conseille de jouer au loup-garou pour écrire des bouquins. D'ailleurs, dans les séminaires, je fais des parties de loup-garou pour que les gens, précisément, se retrouvent en situation de se dire who done it, qui est l'assassin et qu'ils le vivent, qui ait des émotions, qu'ils aient peur, Bon, les assassins de se faire attraper, le loup-garou de se faire attraper, et les villageois de se faire tuer. Et cette tension, c'est le principe même du roman. L'un des intérêts d'un loup-garou, c'est qu'au moment où la partie se joue, les gens ont complètement oublié leurs problèmes perso, leurs problèmes professionnels, leurs problèmes de santé. Ils sont juste en train de regarder les autres en disant « Bon, ça, c'est pas possible que ça soit machin. » Si, alors depuis le début, ils m'auraient menti et tout. Donc, et cette chose-là occupe tout l'esprit. Et c'est cet état-là qu'il faut retrouver dans l'écriture. C'est-à-dire qu'on écrit, on se dit « Bon, alors là, je vais me débrouiller pour que machin, on ne se doute pas que c'est le truc. » Comme un tour de magie, tu vois, comme une mise en scène. Et on fait sa petite cuisine, mais elle doit reproduire la même cuisine que celle du loup-garou. Et il peut apparaître des gens, dans le loup-garou, on s'aperçoit qu'ils sont fiables alors qu'on ne le croyait pas, et d'autres, on leur faisait confiance, et on s'aperçoit qu'ils ont menti depuis le début. Ça fait des personnages.
On en profite pour passer un petit coucou à Jean-Baptiste Durand, qui était un de nos invités, qui est le réalisateur et scénariste de Chien de la Casse, qui est dans la saison 2 de Loup-Garou. On a eu la petite surprise de le voir, et il a l'air de s'être éclaté, donc peut-être on le verra dans la 3, d'ailleurs, la future saison. Sait-on jamais. Ah, mais non, vu que j'étais sur, sur les traites concurrents. Ouais, t'es team M6 du coup. Oui, et puis... Mais en tout cas, j'ai vu, au moins, ils ne révèlent pas tous les loups-garous, ce qui crée un suspense, et ça, c'est bien vu. Ça fait maintenant une petite heure 20 qu'on est ensemble. C'est tout. Et si on commençait vraiment cette interview. Voilà, exactement. On va peut-être se laisser une dernière question chacun, si ça te va, Bernard. Parfait. Avec plaisir. Maxence, c'est à toi. Alors, ma question, c'est parmi tous les romans que tu as écrits, est-ce qu'il y en a un dont tu es le plus fier et pourquoi ? Et à l'inverse, un qui a été le plus compliqué à écrire ? Alors, le plus fier, c'est l'Etana, parce qu'à la sortie, il a fait un bide, et c'est comme si j'avais fait un enfant boiteux. Et le fait que cet enfant boiteux, après, avec le temps, soit reconnu, c'est une sorte de revanche. Autre chose sur l'Etana, c'est quand il est sorti, mon entourage m'a dit, tout l'entourage m'a dit que c'était nul, et il n'y a jamais eu une interview. C'est-à-dire jamais une télé, jamais une radio, jamais un article. Il n'y a pas un seul média qui a parlé de ce livre. Donc pour moi, c'était un peu le livre maudit. Le fait qu'après, il ait eu sa revanche... Parce qu'aujourd'hui, c'est quasiment un des titres que les gens sortent, en plus des fourmis. On dit les fourmis et les thanatonautes. Je pense qu'avec le temps, les thanas deviendront ma marque de fabrique principale, plus que les fourmis. Parce que les fourmis, il y aura peut-être d'autres gens qui écriront des livres sur les fourmis, qui deviendront à la mode. Mais les thanatonautes, j'ai inventé le mot thanatonaute, et ça, on ne peut pas me l'enlever. Et mon éditeur m'a dit que c'est précisément parce que ce mot, personne ne le comprend, que le livre n'a pas marché. Et je me dis, c'est parce que personne ne comprend que c'est un néologisme que le livre pourra survivre. Donc, pour répondre à ta question, mon livre préféré, c'est les Thanas. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'il va loin dans l'explication de la mort, et que je l'ai écrit pour ne plus avoir peur de la mort, et ça m'a aidé. Et j'ai appris qu'il y a des gens qui étaient en phase terminale qui le lisaient précisément pour apprivoiser, avoir moins peur de la mort. C'est génial. Et un autre, tu me dis, qui a été difficile. Ouais, à l'inverse. Ben, celui qui est un peu difficile, c'est celui que j'écris actuellement, puisque donc j'ai appris, mon éditrice m'a conseillé de ne pas le sortir, et je ne sais pas trop quoi faire. Un très facile à écrire, c'est La Voix de l'arbre. Attends, je réfléchis, je les remets un peu tous. L'Empire des anges, c'était très facile parce que c'était le livre qui devait sauver les thanatonautes. Oui. Donc voilà, c'était une version simplifiée des thanatonautes. Je me suis dit, bon, j'ai mis la barre peut-être un peu trop haut. Donc le vin étant trop fort, on va mettre de vin avec de l'eau et du sucre pour que tout le monde puisse le consommer. Il y a eu le livre qui m'a permis de sortir des fourmis, c'est Le Père de nos pères, donc je l'aime bien pour ça. Après, il y a Depuis l'au-delà, qui est un livre important parce qu'il y a cette idée que se passerait-il si une fois que je suis mort, je pouvais rester esprit et regarder ce qui arrive à comment les gens parlent de moi. Enfin, c'est la mort de l'écrivain et la compréhension de pourquoi il est mort et comment son œuvre vit après lui. Alors, tous mes livres, en fait, je les aime. Il n'y a pas un seul livre que je rejette. Il y a un livre qui est un livre expérimental que... Alors, Les fourmis, j'ai mis 12 ans à l'écrire, ce qui est beaucoup. 12 ans, 4h30 tous les matins. Donc, c'est pas 12 ans de temps en temps. Hein. C'est 12 ans sans m'arrêter, 4h30 tous les matins. Et il y a un livre que j'ai écrit en une journée, c'est le livre du voyage, entre 8h du matin et 8h du soir. Et donc, j'ai fait le record de lenteur et le record de rapidité. Et le livre du voyage inspire mon spectacle VIE, Voyage intérieur expérimental. Non, je les aime tous, il n'y a aucun que je renie. Je réfléchis. Par contre, il y a des bandes dessinées où je me dis, la personne, vu que c'est des adaptations de mes livres, n'a pas compris forcément le message. Mais je suis très content de la dernière avec Jean-Michel Ponzio, dans lequel... l'adaptation de Papillon des étoiles est vraiment très réussie. On
on a quelques amis en commun qui partagent cet intérêt qu'on peut avoir sur la vie après la mort, sur ces grandes questions des esprits, des anges. Y a-t-il d'autres univers exactement? Toi, c'est une thématique que en tout cas, je t'ai toujours vu et lu l'apprendre à pleine main. Est-ce que tu vois qu'elle est acceptée plus facilement maintenant qu'il y a 10 ou 15 ans, ou peut-être on passait des fois pour des doudins quand on se disait « et s'il y avait autre chose ?» Évidemment. Et comment toi tu le vis et comment tu veux pousser le curseur? Au moment où j'ai sorti l'Etana, c'était évidemment trop tôt. Les gens étaient dans soit on y croit et on croit en Dieu, au diable et à l'enfer, soit on est athée. Et la position de on réfléchit à une mise en scène de ce qu'il y a dans le livre des morts égyptiens, le livre des morts tibétains, n'était une case qui n'existant pas, en fait, personne n'en voyait l'intérêt. Maintenant, il y a un mouvement de spiritualité. C'est-à-dire nous sommes à la période la plus matérialiste et où l'obscurantisme gagne partout, et en même temps où on n'a jamais vu autant de gens pratiquer le yoga, la méditation, le tai chi, s'intéresser à la spiritualité, à la vie après la vie, à la vie après la mort, à la réincarnation, au bouddhisme. Donc le bon et le mauvais arrivent en même temps. Je pense que c'est plus facile. Je pense que si j'avais sorti l'Etana maintenant, j'aurais peut-être eu un interview, peut-être chez Inexploré. Voilà, c'est ça. Mais l'époque est moins fermée, puis plus curieuse, précisément parce qu'il sort plein de choses. Les gens sont curieux des trucs un peu nouveaux qui sortent de l'ordinaire. J'avais une dernière question. Vas-y, je t'en prie. Allez, parce que j'aime bien faire durer le plaisir. Oui, je suis toujours un peu gourmand comme garçon. Tu nous reçois dans ton bureau. Alors, je vais décrire très rapidement. C'est pas mon bureau. C'est pas ton bureau. C'est l'endroit où j'atterris l'après-midi avant de faire le sport. Et c'est l'endroit où je reçois les interviews. D'accord. Pour les interviews. Mais j'écris très très peu ici. D'accord. Mais par contre, tu as plein d'objets qui illustrent ton parcours. De tous les objets que tu as ici, tu as des dessins, tu as des exemplaires de tes livres, de certaines éditions étrangères, il y a des articles de presse, il y a des objets, des souvenirs, j'imagine. Quel est celui qui te représente le mieux? Waouh! Je regarde les objets. En sachant que je ne dirai rien sur le tutu qui est par terre. Non. Il y a un tutu par terre. Tu m'as créé un doute. Quel est celui qui me représente le mieux? J'ai un Playmobil Bernard Werber abeille que m'a fait fabriquer Jaffré. Attends, je vais te le montrer. Je vais le montrer devant le micro pour que les gens le voient bien. Alex Jaffré, qui a fait la musique notamment de mon film et qui est un mec génial. Je sais pas. Il est temps. Alors, on vient de casser tous les souvenirs de Bernard. Voilà. Alors, pour décrire, c'est une petite boîte de miel. Ouais. Au nom de Bernard. Et à l'intérieur, effectivement, il y a un petit Bernard. Un petit Bernard Playmobil abeille. Voilà. D'ailleurs, il a peut-être perdu ses lunettes, là, je vois. Ouais, les lunettes sur le Playmobil. Zut! Je vais partir à la recherche des lunettes du personnage. Ah oui, carte d'authenticité, en plus, Uchronis. Ouais, il a... Ah, mais c'est Uchronis qui te l'a fabriqué! Ouais, c'est qui Uchronis? Et Uchronis, alors de son nom officiel, c'est David Schmidt, et c'est le créateur de Playmobil customisé en France. Et en fait, j'ai fait un documentaire qui s'appelle Les Jouets de l'impossible. Maxence va peut-être te parler. Et en fait, voilà, David était l'expert Playmobil, et chez lui, il y en a 4 ou 5 000 complètement customisés, donc c'est assez fou. Ok, mais c'est génial. Hein. Et puis sinon, il y a une grande fourmi à l'entrée chez moi qui a été fait par un ami qui s'appelle Marc Boulet et qui devait servir pour le film. Voilà, mais elle est très grande, elle fait 1 mètre de haut. Voilà. Et les fourmis sont mes porte-bonheur, donc je les aime bien. Voilà. Avant de se quitter, Bernard, on a 3 petites questions très vite, mitraillette façon J'aime bien, Maxence. c'est ça. Donc la première, ce serait ton roman préféré. En dehors des miens, évidemment. Oui. Des fleurs pour Algernon de Danny Kais, parce que tous les romans sont des romans initiatiques, et celui-là, c'est l'initiation de quelqu'un de bête qui devient intelligent, et c'est ce que nous avons tous envie, c'est d'être de plus en plus intelligents et de prendre conscience de notre bêtise.
Un récit que tu aurais voulu écrire, qui a été déjà écrit par quelqu'un d'autre, une idée? Danny Kais, des Fleurs Walgernon, cette idée de transformer un être bête en un être intelligent. Et ton dernier coup de cœur, tout super confondu. Donc ça peut être aussi bien série, film. Alors là, bon, j'avais bien aimé Macho Alpha, qui est une série espagnole sur Netflix, où j'ai bien rigolé. J'avais bien aimé, alors si je t'en donnais plusieurs, c'est plutôt, tu vois, des séries. Hein. Bon, Viking, j'adore les séries historiques, que ce soit les Médicis, les Borgia, ça c'est ma came. Les séries en costume dans lesquelles ça va vite et c'est fort. Alors la série la plus dingue que j'ai vue, mais je peux pas dire que je l'aime, mais je trouve que c'est intéressant de la voir, c'est Légion de Noah Hawley. Tu vois ce que c'est? Tu vois ce que c'est? Je crois que je l'ai vu, mais alors j'ai dû voir les premiers épisodes, mais j'ai pas vu la série. Il faut voir surtout la saison 2 dans laquelle il se libère complètement de l'idée qu'il faut que le scénario tienne debout pour faire un grand délire pris probablement sous substance hallucinogène pour écrire un scénario aussi dingue. Mais seul fait que ça existe, tu te dis waouh. Et donc Noah Hawley est le monsieur qui fait ma série préférée aussi, qui est Fargo, qui est l'adaptation du film des frères Cohen, mais c'est vraiment plus. Et produit d'ailleurs par les frères Cohen. Et oh non, je dis quoi. Puis j'avais adoré Wild Wild Country. Est-ce que vous avez vu ça sur Netflix? Bon, bah, je vous conseille de voir ça. C'est un documentaire sur un ashram indien qui s'est créé dans l'Oregon, qui s'est transformé en ville de 50 000 habitants avec sa propre police, sa propre armée, ses propres services secrets, et qui avait comme objectif de prendre la direction des États-Unis. Et c'était plutôt bien barré. Et sur 6 épisodes, ça donnait la secte Osho. Tu vois ce que c'est? On voit parfois des... Et lui s'appelle Rajneeshpuram. Et c'est très intéressant. Donc Wild Wild Country, si vous ne l'avez pas vu, c'est ça qui m'a fait prendre Netflix d'ailleurs. Et il y avait Tiger King, ça c'est plus connu. Vous avez vu ça? Voilà, ça j'ai bien rigolé, c'était au moment du Covid. Sinon, j'étais agréablement déçu par Fondation. C'est mon livre culte, et j'ai vu qu'ils n'ont rien compris et qu'ils ont dénaturé entièrement le film pour faire quelque chose de joli, mais qui a perdu toute l'âme. Tu as vu Fondation? J'ai commencé à regarder, et comme toi, j'étais très déçu en fait du traitement, et je suis pas du tout rentré dans le... Alors là, c'est une trahison complète de l'œuvre. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté des éléments qui dénaturent complètement le propos, dont un, c'est que le créateur de la psychohistoire, il meurt dès les premiers chapitres, et là, ils le font survivre à travers un truc informatique, donc du coup, ça perd tout sens. Est-ce que tu as vu Pluribus, la nouvelle série de Vince Alors, Gilligan? je suis au 3e épisode et je m'ennuie un peu. D'accord. Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Moi, j'ai bien aimé la suite. Ah, ça vaut le coup de s'accrocher. Alors, c'est toujours le même rythme. Surtout, bon, une fois qu'on a compris qu'elle est tout le temps en train de tirer la gueule et que tout le monde est content. Ouais. Alors ça, c'est le problème des personnages qui sont, tu sais, antipathiques en fait, mais qui n'évoluent pas. Ça peut être compliqué. Dans ce cas, tu m'as pas convaincu de bien aller. Parce que moi, j'espère qu'il va se passer quelque chose de nouveau. Tu vois, j'étais aussi un peu déçu par Last of Us. Grosse déception aussi. Ouais. Ah ouais, j'attendais beaucoup. J'étais bon. C'est marrant de dire agréablement déçu. J'étais agréablement déçu par Silo, parce que j'avais lu la nouvelle de Philippe Cadic, qui est exactement la même histoire, mais copiée par un autre bonhomme. Et l'actrice fait le job, mais l'ensemble, je n'ai pas été épaté. Attends, par contre, Dune, le truc des femmes, la maison Chapter House, la maison des Bene Gesserit, ça c'est bien. Ça j'ai adoré. Bon, Game of Thrones, des trucs comme ça, évidemment, toute la série. Non, je trouve qu'il y a actuellement une telle créativité dans ces domaines-là que c'est là où ça bouge, c'est là où il faut regarder. Eh bien, écoute, Bernard, on te remercie très beaucoup. fort d'avoir accepté cette invitation, de nous avoir accueillis dans ton petit coin secret chez toi. Tu as le gros avantage d'être un auteur qui partage énormément sur les réseaux. Donc, on te retrouve sur Instagram, je crois que tu es aussi sur Facebook. Est-ce qu'on te retrouve sur TikTok? Alors, on m'a déconseillé. Sur le principe, ça m'a l'air un peu bizarre. Je sais pas, j'ai une méfiance.
je me sens plus à l'aise avec les Américains qu'avec les Chinois. Parce que peut-être les Américains, ils sont un peu comme nous, on peut le comprendre. Moi, je suis passionné par la culture chinoise, je fais du tai chi, j'apprenais à un moment la calligraphie ou des tas de trucs, j'ai étudié l'histoire de la Chine, mais je crois qu'actuellement, la Chine ne nous veut peut-être pas du bien, malgré toutes les bonnes intentions. Elle ne veut pas du bien tout simplement parce qu'il y a un passif historique. Peut-être que si j'étais chinois, je me dirais ces salopards d'occidentaux qui font travailler nos enfants pour avoir leurs jouets de Noël et après ils les jettent direct à la poubelle. Il y a peut-être des bonnes raisons. De même que la Chine, jadis, aurait dû être la première puissance mondiale et a raté un rendez-vous, donc peut-être qu'ils veulent le récupérer. Mais voilà, du coup, TikTok étant associé pour moi à la Chine, puis j'ai des amis qui sont journalistes qui m'ont dit que chez nous, TikTok, les algorithmes poussaient plutôt vers le bas. Oui, ça c'est très étonnant. Ouais, l'algorithme chinois pour les Chinois est un peu différent. Il pousse à l'apprentissage. Et moi, je me tape 25 vidéos de chats qui tapent sur des tables, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un message. Non, alors je suis, mais j'évite. Et des fois, ça aspire un peu trop mon esprit. Et quand tu commences à scroller, qu'il s'est passé 2 heures, tu dis non, là, c'est pas possible. En fait, je vais reprendre un peu ma vie. Déjà sur Instagram, j'ai ça. Je me dis, est-ce que je dois rajouter un élément mais des fois, sur Instagram, je vois des trucs extraordinaires. Notamment, là, actuellement, il y a un truc qui me fascine, c'est revivre un point of view. C'est-à-dire, donc, on se retrouve comme si on était dans Babylone, comme si on était chez les Gaulois, comme si on faisait 14-18. Et chaque fois, c'est avec une caméra subjective. Et donc, de l'image faite par intelligence artificielle. Et je trouve que c'est vraiment bien foutu parce que ce que je propose de vivre dans mon spectacle VIE, c'est exactement ça. Revivez Babylone, 14-18, peut-être pas 14-18, mais revivez l'Égypte antique, l'Inde, la Polynésie. Retrouvez, grâce à votre imagination, des mondes oubliés, des civilisations oubliées. Et là, j'ai trouvé un endroit qui fait ça. Puis j'adore tout ce qui est produit en images de synthèse, ce qu'ils arrivent à faire. Maintenant, il y a un endroit où je vois des hybrides, parce que je m'intéressais aux hybrides entre les hommes et les animaux. Il y a des personnages qui ont des vrais regards, mais qui sont des coqs, qui sont des léopards, qui sont des chiens ou des chats. Et je trouve ça très, très réussi. 2026, tu connais déjà un petit peu ton programme sur justement la reprise du spectacle, les futures masterclass d'écriture, parce que Alors je vais passer un petit cap parce que je vais être avec un producteur beaucoup plus dynamique, qui est Gilbert Coulier. Et là donc je vais faire plus de spectacles, je vais en faire 33 dans l'année. Ensuite sur 2026, là je vais voir, pour l'instant, je ne sais pas quel livre je vais sortir. Ça va se décider probablement demain. D'accord. On va dire à chaud. Je ne sais pas quand ça va être diffusé. Il faut revenir demain pour faire la suite. Non, ça va se décider demain ce que je fais. Et masterclass, je crois que l'écriture. Masterclass en mars, je crois. Oui, ça c'est extraordinaire. On vous mettra, chers auditeurs et chères auditrices, les informations dans le premier commentaire et le lien, effectivement. Ah oui, c'est extraordinaire parce qu'on se retrouve en immersion complète sur 3 jours dans un château. Et puis l'ambiance est. On fait du loup-garou, on fait du tai chi, on fait des cours, des masterclass. Au bout d'un moment, c'est des rires tout le temps. C'est pas des cours de français. Et puis c'est plein de petits jeux pour pouvoir développer la créativité. Qu'est-ce que j'ai encore ? Si, j'ai d'autres projets, mais je suis superstitieux. J'ai l'impression que dès que j'en parle, ils disparaissent. Au tout début, je communiquais, vous allez voir le film Les Fourmis. Et puis, parce que mon producteur me disait, on va le faire. Puis là, j'ai compris, ok, il ne faut pas vendre la peau de l'ours tant qu'on n'a pas donné le premier coup de caméra. Déjà, on verra avec ton podcast. Comment ? Oui. Alors, a priori... Parce que tu nous as donné 2 titres différents pendant l'entretien. Alors, quel sera le bon ? Ah, mais je ne sais pas. D'accord. Demain, je vois mon éditrice. Je t'ai donné quoi comme titre, rappelle-moi ? Attends, sur le podcast, j'ai entendu les noms ne me reviendront pas, je suis très mauvais en mémoire très courte. Mais écoute, on le découvrira de toute façon. Écoute, je cherchais des propositions de titres pour les 2 projets. C'est 2. Ok, tu as 2 projets de podcast.
différent. Ah oui, non, c'est l'Atelier des Mondes. Ah oui, D'accord, excuse-moi, l'Atelier je des croyais que tu Mondes, ok. parlais du roman. Non. Non, ça va s'appeler l'Atelier des Mondes. J'ai un contact avec Acast. C'est eux qui vont s'occuper de le diffuser, j'espère. Là, j'ai vu des projets d'illustration. Voilà. Bon, bah écoute, on te dit un grand merde pour la suite. Et le premier épisode, en tout cas, qui est déjà tourné, ça s'appelle L'éloge du travail bâclé, dans lequel j'explique pourquoi il faut. C'est pour ça que j'ai cru qu'il y avait 2 titres différents, en fait. Ok. Ouais, C'est parce le nom que, du premier épisode. vu que je dis l'éloge du travail bâclé, tu te dis que l'interview peut être lui aussi bâclée. Et tu es à fond dans le sujet, et je t'en remercie. Ça commence à faire du coup la publicité. C'est ça, bah voilà, du parfait. projet. Merci à toutes et à tous. Merci encore Bernard d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci Maxence d'avoir encore partagé ce délicieux moment ensemble. Avec plaisir, merci. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous souhaite une très bonne année 2026 puisque le premier épisode, enfin l'épisode que vous écoutez là est l'épisode de qui ouvre la saison 2026. Vous allez voir aussi qu'on revient avec Joris et Déborah dans quelques épisodes sur la série qu'on a co-créée ensemble devant vos petites oreilles ébahies. Et le mois de février est un mois un peu particulier puisque nous serons avec Maxence directement sur un tournage de téléfilm et nous aurons le plaisir d'interviewer et d'interroger les 2 scénaristes, le producteur et le responsable de la collection chez France Télévisions. Et ça, donc, c'est dans les semaines qui arrivent. Et on vous souhaite à tous et à toutes une excellente année. Bonne année.